Salut YouTube, j'espère que ça va bien pour cette nouvelle vidéo d'opinion ludique où on va parler de jeux que j'ai découverts en août, comme d'habitude un peu de retard sur le calendrier. Donc août c'était le dernier mois des vacances, donc pas mal de jeux que j'ai joué à deux pendant les congés dans les alentours de Bordeaux, et puis aussi le moment où j'ai vu des camarades de proxy jeux, et puis voilà, où j'ai pu faire diverses choses. Comme d'habitude, il y aura des choses qui sont pas terribles, ça sera la première partie, puis il y aura des choses un peu mieux, puis enfin il y aura aujourd'hui un seul top. Mais quel top, hein, un des jeux de l'année, restez pour le voir. En tout cas, on va partir là-dessus, comme d'habitude en termes de ligne édito, ça pourrait être des jeux qui sont récents, d'autres qui sont moins récents, des jeux édités en français, d'autres qui sont pas édités en français. Comme d'habitude, je vais essayer d'illustrer ça avec les images qui sont fournies par les éditeurs quand c'est le cas. Quand il y en a pas, j'essayerai de trouver ce qu'il faut sur internet avec des choses libres de droit et notamment aussi des images parfois de Eric, de What's Eric Playing, que je remercie à chaque fois parce qu'il m'autorise à les utiliser. Je vous mets comme à chaque fois son petit Instagram là sur qui défile, et puis également je vous mets tout ça en barre d'infos. En barre d'infos vous trouverez aussi toutes les infos sur les jeux, etc. Enfin, en tout cas vous trouverez les jeux dont j'ai parlé si jamais à l'oral ça passe pas au niveau du nom et que vous avez la flemme de regarder. Vous avez comme d'habitude aussi un petit Buy Me a Coffee si vous voulez soutenir la chaîne à hauteur de ce que vous pouvez. Ça n'a aucune conséquence sur la ligne éditoriale ni sur le contenu, mais voilà, si vous pensez que ce que je fais ça le mérite, vous pouvez lâcher 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez, il y a le petit lien aussi en description. Sinon, une façon d'aider aussi la chaîne, c'est bien sûr en lâchant le petit pouce qui va bien ou en commentant, par exemple en parlant de vos propres découvertes récentes ou non, ou en commentant les jeux que moi j'ai cités, que vous soyez d'accord ou pas, et puis ouais, partagez tout ça sur les réseaux, etc. Voilà, comme d'habitude, donc on va commencer par les déceptions, et je propose qu'on s'y mette sans plus attendre. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Château Combo, c'est l'exemple même du genre de jeu que je peux citer quand je parle de quelque chose de scolaire. Et en général, pour moi, ce terme de scolaire, c'est quelque chose qui est assez négatif parce que c'est un jeu très calibré par des auteurs qui ont bien fait leur devoir, qui ont compris la leçon du game design, mais qui derrière prennent aucun risque et rendent un travail vraiment qui est sans bavure, mais aussi du coup qui manque cruellement d'identité. Alors à la fin de l'école, ce genre d'élèves très scolaires, ils ont leur diplôme, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, moi c'est le genre d'élève que je trouve vraiment très ennuyeux, qui manque de saveur, qui me procure beaucoup moins de curiosité que les élèves qui vont oser, qui vont avoir quelque chose d'un peu plus personnel, qui parfois vont sortir des clous, quand bien même parfois ça aboutit à des choses un peu cassées. Mais disons qu'au moins, si on reste un peu dans l'analogie, face à leur copie à ces élèves-là, en fait on ressent quelque chose et on a envie d'en discuter avec elles ou eux. Après, en rendant la copie, on a envie de prolonger la discussion. Là, Château Combo, j'ai pas très envie d'en parler parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que c'est un jeu qui représente très bien la ligne éditoriale très lisse de Catch Up Games, et que c'est un autre jeu à tableau de Grégory Grard, qui est un peu un truc que j'aime bien dire en général, mais quand même un petit point là-dessus sur l'idée que Grégory Grard aime bien faire des jeux à tableau, que ce soit dans Mon Malin, dans Festival, dans Tribunal 1920, sur les traces de Darwin. Ici, la sensation de tableau c'est pas la même, parce que dans Mon Malin ou sur les traces de Darwin, le tableau il préexiste au jeu, tandis que là on le construit. Et pour moi c'est une dynamique qui donne pas du tout la même perspective sur ce truc de ici 3x3. Sinon, comme je l'ai dit, pas grand chose à en dire. Moi c'est un jeu que je conseille plutôt à deux pour l'interaction, la lecture du jeu de l'autre, le blocage qu'il peut y avoir. Il y a ici et là quelques synergies un peu rigolotes qui vont donner quelques parties atypiques, mais pour moi le tout manque cruellement de saveur, et puis les moments de surprise sont beaucoup trop rares. Il y a le petit système de prise avec l'habituelle flexibilité en dépensant les clés, il y a les contraintes de placement avec l'adjacence, il y a les méthodes de scoring, et tout ça c'est super sage, au point qu'en fait moi ma toute première partie, donc je l'avais faite sur BGA sans lire les règles, et en fait elle s'est déroulée sans accroc, et tout de suite j'ai compris instinctivement ce qu'il y avait à faire. Alors à la fois c'est quelque chose qu'on peut voir comme très positif, dans le côté du rythme du jeu, dans l'iconographie, dans aussi le fait que le jeu est assez affordant, mais c'est aussi quelque chose de très triste d'arriver à accoucher finalement d'un jeu tellement banal que juste parce qu'on a joué à plein de jeux qui lui ressemblent, on le comprend directement sans avoir besoin de se pencher sur quoi que ce soit. Je passe un peu sur les visuels. Moi j'ai eu des échos de personnes qui apprécient les petits détails qui sont laissés par Stéphane Escapa pour donner une espèce de narration à ces personnages. Par exemple, je crois que c'est le prince et le bâtard qui sont le même personnage. Moi je suis complètement passé à côté, je voyais vraiment des icônes, des couleurs, des machins, des trucs, et de manière générale
Stéphane Escapa, je suis pas méga convaincu en général par le style de ses illustrations, notamment sur les personnages. J'avais déjà dit ce que je pensais de la VF de Pray Another Day. Voilà, c'est pas un illustrateur qui me marque particulièrement. Rien à rajouter. Être scolaire pour réussir à l'école, pourquoi pas, hein. C'est bien, on a envie d'avoir son diplôme et tout, quand même on peut remettre tout ça en cause. Mais peut-être que moi, en tout cas, si c'est moi votre enseignant, vous marquerez pas sur le chemin. Mais disons que dans la création d'œuvres culturelles, on n'est pas à l'école, s'il vous plaît, quoi. Alors je sais que vous avez besoin de vous faire un salaire et tout, mais j'aimerais tellement qu'on puisse sortir un peu de ces routines-là, de ces propositions monotones. Il faut oser la folie, il faut briser les cadres. C'est comme ça qu'on marque aussi les joueurs, les joueuses, qu'on leur fait ressentir des choses nouvelles. Parce que là, ok, vous allez les vendre vos boîtes, mais je doute fort que ce genre de proposition laisse une quelconque empreinte sur qui que ce soit. Je pense que Château Combo sera le jeu de préféré de personne et c'est un peu dommage. Moi, c'est ce genre d'émotion que je recherche. On reste chez Ketchup avec ce jeu. Alors ce jeu, il y avait une communication de l'éditeur chez Philibert dans une interview, et je trouve que les propos tenus par l'éditeur en disent déjà beaucoup. Alors je force un peu le trait, je paraphrase, mais en gros, l'idée c'est « Ah, notre jeu il se démarque pas par son originalité et sa proposition ludique, du coup, on va miser le travail sur le travail de l'illustratrice et puis sur l'apparence. » C'est vraiment, moi je trouve une communication, je pense que c'est une erreur de communication déjà, et en plus je trouve que pour le coup c'est assez honnête et ça représente bien pas mal de choses du monde du jeu actuel où en gros on mise tout sur le paraître pour cacher l'être. Voilà, l'être il est fadasse en fait, la réalité, l'intérieur il est un peu quelconque, et du coup on mise tout sur le maquillage et le cosmétique pour cacher justement la banalité de la chose. Alors c'est une affirmation qu'on dit beaucoup sur les choix de l'éditeur, je trouve, et qui représente pas mal ce que je disais sur le caractère scolaire, mais c'est clair que Courtisan visuellement il sait séduire, le travail de Noémie Chevalier il est vraiment super, mais comme je le dis à chaque fois, à ce moment là en fait moi je préfère acheter un artbook ou des affiches de Noémie Chevalier. Pas besoin de mettre un jeu médiocre derrière, juste histoire de dire qu'on a fait un jeu avec son travail. Côté édition, je suis aussi assez mesuré sur le choix du tapis de jeu, qui là aussi est un truc un peu mis en avant. Alors certes, ça donne une cohérence avec le côté thématique, avec une espèce d'impression de tapisserie, mais dans les faits, en fait, j'aurais 1000 fois préféré un plateau pliant en deux, comme dans Jekyll vs Hyde. Ce serait beaucoup plus lisible, ça rebiquerait pas sur les bords, on se poserait pas des questions comme sur BGG, il y en a sur est-ce qu'il faut le passer plutôt au fer à repasser, ou bien au lisseur, ou bien, je sais pas, au truc vapeur, enfin bref, plein de questions qui se posent, qui ne devraient pas avoir à se poser. Alors effectivement, comme le dit l'éditeur lui-même dans sa communication, en lui-même le jeu il a pas grand chose à offrir. Pourtant il y a un système quand même à la base donc on a 3 cartes et on les répartit, une chez soi, une autour du plateau central et une chez autrui. Moi cette idée là de répartir forcément 3 éléments chez 3 personnes, enfin à 3 endroits disons, c'est quelque chose qui me plaît bien. Ça met en place des choix assez restreints, des choix lisibles, une interaction forte, qui est en plus renforcée par la manière dont on gagne le jeu. On va essayer de pourrir les autres, on va essayer de faire les choses bien pour soi, d'équilibrer un peu l'ensemble. Je pense que j'aurais même préféré si les cartes on les tirait une par une plutôt que d'avoir toutes les 3 directement. Ce sera encore plus bordélique, mais ça forcera à des choix encore plus cornéliens. Du coup il y avait vraiment en fait un potentiel pour me plaire au-delà des visuels, et pourtant alors j'ai essayé à plusieurs configurations, j'ai essayé à 2, à 3 et puis vraiment à plus, à 5, et ça a jamais pris. Parce que les effets sont pas intéressants, parce que les choix sont restreints, mais en fait surtout, moi j'aime bien les choix restreints, j'adore Knizia, mais surtout je trouve que les choix sont anodins et pas très engageants, souvent assez évidents. Il y a les espions qui apportent un peu d'imprévu en fin de partie que je retiens plus que le reste, mais sinon c'est vraiment très très banal, tant dans les dynamiques de jeu que dans les scorings, et tout ça c'est renforcé encore par des objectifs de fin de partie qui sont super ennuyeux, qui vraiment font lever un sourcil en se disant vous aviez pas mieux que ça à proposer. Finalement je trouve que Courtisan respecte bien son nom. En fait Courtisan il tente de nous draguer, ici et là, sans jamais que ça se traduise par un engagement finalement plus fort. Et franchement même pour un flirt, il s'y prend mal parce que surtout il donne envie de mettre court à un premier rendez-vous qui traîne en longueur et qui a déjà tout donné dans la première minute. Très très déçu par Expression. D'abord j'étais déçu lors de parties à 2, mais en fait en finissant mes parties à 2, je finissais ces parties avec l'espoir que c'était nul, mais je pense qu'à plus ça va être bien. Parce que de loin, Expression, il y a pour moi un air de The Crew qui rencontre Anabi. Anabi parce que c'est un jeu coopératif dans lequel à son tour on doit soit donner un indice qui vient de sa main, soit essayer de deviner une carte en prenant un risque de progresser vers la défaite. Et The Crew parce que, là aussi on est dans du coopératif, mais parce que le type d'indice qu'on va donner, ça ressemble beaucoup au jeu de Thomas Singh. On dit si c'est la carte la plus petite ou la plus grande d'une couleur, si on a d'autres cartes de telle valeur, ou bien si la carte qu'on révèle c'était la dernière de cette couleur dans notre main. Tout ça c'est des infos, et ça permet de la déduction, parfois des déductions par rebond, parfois c'est aussi des appels finalement. Tout ça que j'adore moi dans The Crew, évidemment. Évidemment au début, sauf une main vraiment particulière, les premiers tours ça va surtout être donner des indices, on va
pas trop aller à la pêche aux cartes des autres parce qu'on a très peu d'informations. Et puis petit à petit, les cartes elles vont se révéler, on a de plus en plus d'éléments, du coup on devrait pouvoir enchaîner les déductions. Il y a un autre truc qui avait l'air cool aussi et qui est, je trouve, plutôt intelligent dans son idée, c'est que si on appelle une carte et qu'on a raison, donc j'appelle, je sais pas, le 7 rouge et effectivement la personne a le 7 rouge, on va mettre le 7 rouge, enfin la personne qui a le 7 rouge va mettre son 7 rouge dans les points positifs qui s'appelle l'harmonie dans le jeu. Mais nous, qui avons une bonne réponse, on va aussi mettre une carte de notre main au choix, en plus de celle qu'on a appelée dans cette partie positive. Évidemment, ça fait des points de mettre des trucs dans l'harmonie, mais surtout, ça rajoute des infos. Et également, s'il y a un indice qu'on a devant nous, parce que donc on va poser les indices devant nous, etc. Si à un moment, notre indice n'est plus pertinent, parce qu'on a défaussé une carte et que du coup, la règle énoncée par l'indice n'existe plus, bah on le défausse. Cette fois, évidemment, du côté agonie, donc on perd des points, mais c'est aussi une information potentielle sur notre main, une information importante à prendre en compte. Mais encore un autre élément que je trouve intelligent dans l'idée, c'est que si on essaie de deviner une carte, je t'appelle le 7 rouge, toujours le fameux, mais on se trompe. Bah c'est chiant parce que du coup la carte appelée, donc le 7 rouge toujours, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a dans sa main, bah elle est défaussée côté négatif, côté agonie. Et également on défausse aussi une carte de notre main, toujours du côté agonie. Ça fait perdre des points, mais là encore, c'est des infos données qui sont censées servir par la suite pour justement essayer des déductions plus pertinentes et qui nous rapporteront du positif. Du coup la déduction en fait elle est multiple, elle passe à la fois évidemment par l'observation de ce qu'il y a sur la table du côté des indices, elle passe par l'observation évidemment de notre propre main, mais aussi de tout ce qui a été défaussé, que ce soit du côté harmonie ou agonie. De ce point de vue d'ailleurs, je trouve que l'implémentation sur Board Game Arena elle est super pratique parce qu'il y a un outil en bas qui fait office de synthèse des infos dont on dispose et il va se mettre à jour automatiquement au fur et à mesure de la partie. Évidemment c'est une aide qui n'existe pas dans le jeu physique, ce serait assez compliqué. En tout cas c'est l'impression que j'ai eu en regardant le matériel. Donc moi sur le papier il y avait plein de petits trucs qui m'attiraient et j'espérais évidemment que ça se concrétise dans la dynamique du jeu. Évidemment le système de score est un peu nul, mais à la limite je suis prêt à l'oublier si derrière la partie est cool. Et finalement en fait ce qui est dommage c'est que tout ça, il n'y a rien qui prend. Les informations qu'on donne elles sont trop parcellaires, ce qui fait que même en fin de partie et même à assez nombreux, souvent on dit des trucs et il y a une chance sur 2 ou une chance sur 3 et on se retrouve un peu à avoir. Alors ok c'est mieux que une chance sur 10 du début, mais en fait on a du mal à faire des vraies déductions. Alors j'aime bien les déductions parcellaires, mais j'aime pas la forme qu'elles prennent dans expression. Parce que du coup on se retrouve à avoir raison ou tort au petit bonheur la chance, et c'est vraiment du random si oui ou non on met des points positifs ou du négatif. Ça donne des situations où on va dire un truc, on se trompe, et finalement ce qu'on se dit, oui désolé, j'ai dit un truc, j'avais une chance sur 2 et c'était pas la bonne. Et l'autre en face d'ailleurs, on n'a pas de colère envers la personne qui s'est trompée, parce que on sait très bien qu'en fait c'est du fait du système de jeu et pas du fait qu'elle a mal joué quoi. C'est un tout petit peu compensé par le fait que si on a vidé sa main entièrement, on peut faire passer une carte de l'agonie à l'harmonie si on veut éviter de deviner des cartes. Mais encore une fois, comme ce système de points, de victoire, de défaite, selon les points en agonie ou en harmonie, on s'en fout un peu, ça compense pas la faiblesse du ressenti durant la partie et le fait que si on n'a plus de cartes en main, on se fait chier quoi. Il y a aussi un autre truc qui rejoint un peu ce souci d'un truc. T'as l'impression que ça aurait pu être un peu plus affiné, c'est le timer de la partie. Le timer de la partie, c'est des cartes qui ne sont pas distribuées et leur nombre va dépendre du nombre de personnes à table. Donc c'est une idée, moi que j'aime bien, c'est il y a des cartes qui sont pas en jeu. Moi j'aime bien ça dans les jeux de déduction, dans les jeux où vraiment on cherche des infos, qu'il y ait des infos qui soient parcellaires. Moi je trouve ça cool, surtout que ça donne des situations où parfois j'appelle mon fameux 7 rouge auprès d'une autre personne, la personne l'a pas, mais personne la révèle. Ça veut dire que personne n'a le 7 rouge en main. Et donc ça veut dire qu'elle est dans la pioche. Là encore, c'est une info. On peut en tirer des déductions, mais de toute façon c'est une info qu'on aurait eu tôt ou tard. Parce que de toute façon ces cartes-là on les révèle petit à petit pour faire avancer la partie en les défaussant du côté agonie. Mais pourquoi pas dans l'idée, enfin le fait de l'avoir plus tôt que plus tard ça a quand même un impact. Par contre je trouve ça assez étrange que les cartes de ce timer, qui est un timer et tout dont on connaît pas les cartes, c'est cool, mais pourquoi les mettre dans l'agonie? À part pour punir, ça pourrait être juste neutre, étalé comme des informations, mais normalement le côté agonie c'est un lieu qui punit les erreurs, quand bien même parfois, je l'ai dit, les erreurs c'est juste du pifomètre, mais normalement c'est là pour ça. Alors que là, les cartes qui sont rajoutées au score négatif, elles viennent en fait juste du timer, elles viennent complètement gratuitement, ce que je trouve un peu absurde par rapport à la philosophie du jeu. Mais tout de même, il y a un truc qui est encore plus absurde que tout ça, c'est le titre du jeu, Expression. Parce que il n'y a aucun écho, même dans les visuels, il y a juste des petits smileys sur les côtés des cartes qui peuvent faire penser à des émotions, des expressions de visage, mais sinon pourquoi ce titre, je ne sais pas. En gros, selon les indices, on va les orienter différemment, et donc c'est telle ou telle expression qui va apparaître. Aucun sens. C'est dommage, parce que, mais en tout cas, Expression, ouais, c'est vraiment la preuve que sur le papier, il y a des très bonnes idées, mais que ça suffit pas en fait, les bonnes idées sur le papier, et que c'est vraiment la mise en œuvre et la manière dont les idées se rencontrent qui font un bon jeu ou pas, et dans le cas d'Expression, c'est plutôt pas.
Camon en 2020, il a rejoint la gamme de jeux abstraits de Cosmoludo, mais en fait c'est un jeu qui date de 2007, à l'époque c'était sorti chez Jacques Taléa, qui est une boîte qui a plus ou moins fusionné avec Blue Orange à un moment ou un autre. D'ailleurs il y avait pas mal de jeux de Bruno Catala qui étaient édités chez Jacques Taléa, il y avait par exemple Lukia ou Button Up, notamment Blue Lion aussi je crois. Alors vous commencez à le savoir si c'est pas la première vidéo que vous voyez de la chaîne, mais moi les jeux abstraits c'est rare que ça dépasse cette catégorie des pas ouf. Celui-là il va pas déroger à la règle, on y retrouve l'épure du genre, on y retrouve plusieurs axes aussi de victoire qui permettent des parties qui ont des dynamiques assez différentes, hein. C'est un jeu voilà, de connexion et de placement et d'encerclement aussi, et du coup selon les comportements des joueurs, des joueuses au cours de la partie, c'est un jeu à deux uniquement, mais ça peut donner des dynamiques un peu différentes et des parties qui se ressemblent pas. Ce qui se ressemble, c'est que moi je m'y ennuie en général, donc je le disais de base, on est vraiment du placement, de la connexion. La connexion c'est soit pour relier deux bords opposés, soit l'histoire, c'est, je parlais d'encerclement, on essaye d'entourer une zone en faisant une espèce de boucle. C'est aussi beaucoup, hein, comme beaucoup de jeux abstraits de Catala à deux, du blocage très fort, justement pour éviter que l'adversaire atteigne ses buts. Donc d'un côté on essaye nous de les atteindre tandis qu'on essaie en même temps de bloquer. On peut aussi faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer. Tout ça justement, l'histoire que l'adversaire ne puisse pas jouer, ça s'accompagne de quelque chose que Catala il a pas mal mis en place dans sa ludographie. En gros c'est que quand on joue, en fait ça contraint l'adversaire sur le placement à venir. Il y a vraiment cette contrainte assez fort et que moi je trouve intéressante en termes d'idées de design. J'aime pas trop la manière dont c'est utilisé en général chez Catala de manière abstraite, mais bon, tout ça c'est plutôt élégant de la manière dont ça se rencontre, et aussi en bout de ligne comme ça. Le plateau, je sais plus combien de côtés il a, mais à chaque fois au coin, si on veut, il y a deux couleurs qui rajoutent une petite surcouche de lecture dans la lecture du plateau. Donc voilà, moi si vous aimez les jeux du genre, essayez. Moi ça me laisse comme souvent de côté, ça me procure pas vraiment d'émotion particulière. Moi j'aime pas analyser le meilleur coup à faire, même s'il y a cette restriction là qui est posée par l'adversaire. D'ailleurs souvent, comme souvent chez Catala, hein, c'est plus de la réflexion à court ou moyen terme que vraiment réfléchir à 12 coups d'avance. En tout cas c'est l'impression que ça me donne moi les jeux de Catala. Du coup, même si je suis pas très enthousiaste sur le jeu et sur en général ce genre de jeu, c'est quand même une dynamique, le court ou le moyen terme, que moi je préfère. C'est dommage, ces deux auteurs là, moi je les aime beaucoup parce qu'ils ont fait l'Hippogramme qui pour moi est vraiment une très très belle revisite du jeu de devinettes de mots, et là je trouve que les deux auteurs ils ont complètement échoué avec Mind Me à revisiter un peu le genre de allez on essaye de connaître les autres et de répondre pour essayer de répondre comme les autres, parce que vraiment Mind Me c'est des choses qu'on a déjà joué, on a déjà joué à ça dans Fun Facts, on a déjà joué à ça dans Compatibilité, on a déjà joué à ça dans Le Truc le Plus, dans Tu Préfères, dans Petit Secret entre amis, j'en passe. C'est vraiment un genre qui est sûr, qui a vraiment une abondance de jeux, et enfin Mind Me ne lui apporte rien. Ça passe parfois par les images, hein, et parfois plutôt par le texte, les mots. Je trouve que ce genre de jeu c'est rarement des jeux ultra mémorables, parce que en fait il y en a peu qui marquent vraiment par des éléments de game design vraiment marquants. En général en fait c'est plus des bons moments que des bons jeux si on est avec les bonnes personnes. Il y a Petit Secret entre amis qui se démarque un peu de ça parce qu'il était vraiment assez intéressant sur certains points, mais Mind Me il fait pas exception. Si vous êtes avec les bonnes personnes et que ça peut virer à du n'importe quoi, ça peut virer à un bon moment, ça se repose vraiment sur rien d'autre que des cartes qui en plus je trouve, parce que c'est vraiment des jeux à contenu, Fun Fact du côté du contenu a une certaine ligne éditoriale qui est intéressante, et si je trouve que les cartes de Mind Me sont pas spécialement bien écrites, elles sont pas spécialement originales, et donc l'idée c'est que il y a une personne active et on va essayer d'être la plus proche de cette personne. Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien à en retenir. Je vois pas trop en 2024 pourquoi on continue à éditer des propositions aussi peu abouties, parce qu'il y a la proposition de base des auteurs, mais aussi le travail de l'éditeur, et je trouve qu'ici, il n'y a pas eu beaucoup de retravail, si ce n'est sûrement sur le contenu. C'est peut-être ça, en fait, la différence entre Mind Me et l'Hippogramme, c'est que derrière l'Hippogramme, il y a Kif qui a fait d'une idée un bon jeu, alors que Mind Me, il y a une idée, déjà je la trouve pas spécialement bonne, mais je pense que la différence, c'est qu'il n'y a rien qui en a fait un bon jeu. Everdell, c'est pas un jeu que je maîtrise beaucoup, que je connais beaucoup, c'est pas un jeu qui m'intéresse énormément. D'ailleurs j'ai dû en faire quelques parties juste en numérique, mais c'est tout, et comme ça m'a jamais atterri plus que ça dans la proposition, ça m'a pas donné envie de prolonger les choses en physique. Mais il y a récemment, on reste dans le numérique, hein, mais il y a une version qui est sortie, qui est la version qui est présentée un peu comme enfant, en tout cas c'est ce que semble souligner le mot, c'est Mon Petit Everdell, qui est vraiment la traduction littérale de l'anglais, qui était My Little Everdell, mais depuis il a changé de nom. D'ailleurs c'est peut-être plus intéressant, il a été renommé je crois Welcome to Everdell, donc bienvenue à Everdell, donc qui fait office de porte d'entrée, mais sans dire que c'est pour les petits, parce qu'en fait c'est pas pour les tout petits non plus quoi, enfin c'est déjà pour des enfants a priori de minimum 6, 7, 8 ans. C'est vraiment une trajectoire intéressante en termes de modification de nom, ça change rien à la qualité du jeu, mais voilà, on n'est pas tellement dans une proposition à la Mon Premier Carcassonne ou L'Âge de Pierre Junior, c'est plus une déclinaison en fait en plus simple.
mais encore une fois pas forcément accessible très jeune. On reste dans de la pose d'ouvrier. On reste dans du jeu de cartes aussi, enfin on va essayer d'acquérir des cartes et d'avoir des emplacements chez soi, mais dans une structure qui est moins riche, qui est moins foisonnante, qui est plus courte aussi, qui sont potentiellement pourquoi pas des axes qui pourraient moi me plaire, hein, le fait d'éviter que ça parte un peu dans tous les sens et le fait de raccourcir tout ça, mais en gros c'est juste quelques manches et à chaque manche on va poser 3 ouvriers, soit justement dans les lieux communs qui vont permettre de récupérer des ressources, soit sur des cartes qu'on aura achetées et qu'on aura mis chez nous, si on arrive à se faire son petit moteur comme ça, sachant qu'il y a un moteur de revenus, blablabla, bref, vous connaissez un peu tout ça. Et il y a un peu ce sentiment quand même d'une proposition qui je pense veut être et qui pourrait être, c'est un peu mon premier jeu de placement d'ouvriers, mais en même temps il y a le sentiment d'une proposition qui a un peu le cul entre deux chaises, parce que au moment de découvrir ce jeu là, en fait je trouve que les enfants sont souvent à un âge où ils pourront très vite passer vers d'autres jeux du genre bien plus intéressants, parce que finalement mon petit Everdell c'est quand même assez chiant, il n'y a pas vraiment de crescendo, les actions sont pas intéressantes, les cartes manquent de personnalité, le système il est déjà vu, il procure pas vraiment d'émotion, c'est vraiment juste je récupère telle et telle ressource pour acheter les cartes sur juste quelques tours. Les cartes c'est vraiment ça qui devrait apporter justement le sel au jeu, mais justement on pourrait un peu pardonner, c'est juste de la pose de voyer très classique, mais en même temps derrière les cartes sont intéressantes, non, là je l'ai dit, elles manquent toutes de personnalité, les pouvoirs sont très oubliables, soit on va marquer des points directement, soit on va se faire un tout petit moteur de revenus, soit on va marquer des points en fin de partie, voilà, tout ça est très classique. Classique aussi les petits objectifs ici qui sont même pas je crois des courses, on peut les réaliser en cours de partie et ça donne des points, mais là aussi un classicisme assez incroyable. Donc bon, j'ai essayé uniquement en numérique quelques parties, l'appli est assez lisible par ailleurs, il y a pas mal de configurations, les IA sont plus ou moins difficiles, mais en vrai on s'en fout parce que le constat à chaque partie, quelles que soient les configurations, c'est que rien d'autre que l'ennui ne pointait. Neotopia, je parlais de classicisme, et on est encore là-dedans, hein, c'est un jeu de placement de trucs de couleurs, hein, des petits trucs, je sais pas que c'est en quelle matière, ça fait penser un peu à ce qu'il y a dans Azul, etc. On sent l'inspiration d'un point de vue du matériel. Voilà, donc on va placer ces espèces de disques là de couleurs, avec quelques contraintes pour, voilà, il y a des contraintes de placement et l'objectif c'est de réaliser des contrats, avec une forte composante spatiale, donc on va essayer de mettre les bonnes couleurs au bon endroit pour dire hey j'ai fait ce contrat, ça va me donner des points. Ça ressemble vraiment à beaucoup de choses, c'est pas très original, la seule chose que je retiens c'est quand même ce système de scoring, en gros il y a 3 régions et notre moins bonne région, et on va avoir le score qui est triplé, et c'est quelque chose qui va forcer un peu à essayer de pas délaisser entièrement une des 3 zones, ça force un peu à équilibrer le tout parce qu'on veut essayer de maximiser un peu ce x3, mais il y a cette apparence là, du coup de loin on se dit bon d'accord, il va falloir que j'essaie de faire un peu égalité partout pour justement que le x3 ce soit vraiment beaucoup de points. Alors la réalité c'est qu'en fait on doit s'adapter au contrat de manière opportuniste, donc de toute façon c'est difficile, mais il y a aussi les moyens, moi j'ai fait plusieurs parties où quelqu'un délaissait un petit peu cet élément là, qui paraît pourtant assez central quand on aborde le jeu du premier abord, mais on peut s'en sortir avec le reste assez aisément. C'est vraiment un jeu de timing, parce qu'il y a des petits endroits ou des petits moyens de récupérer des pouvoirs spéciaux, on va essayer de les avoir au bon moment, de les déclencher au bon moment pour essayer de se donner des actions supplémentaires et un peu, voilà, de sortir un peu du carcan du jeu. On est aussi beaucoup dans de la petite optimisation, du petit puzzle spatial, alors c'est quand même assez froid, ça manque de vie, ça manque d'émotion, et pourtant, surtout quand on joue à 2, c'est un jeu où on va créer des ouvertures, parce qu'on va avoir certains contrats, on va essayer de les prévoir en faisant une première disposition, en se créant soi-même des ouvertures, mais surtout on va aussi croiser les doigts pour que l'autre n'aille pas briser justement la disposition qu'on commence à mettre en place. A l'inverse, quand l'autre pose des pièces, on va essayer de s'appuyer dessus pour justement réaliser ses propres contrats, mais le problème c'est que tout ça, moi j'aime bien cette idée d'ouverture comme ça, mais ça mène jamais à la tension que ça pourrait engendrer en fait, et jamais moi je grogne et je me dis tu m'as fait un sale coup, etc. Enfin, c'est des choses que j'aime bien, notamment à 2. C'est vraiment beaucoup plus très opportuniste, mais pas vraiment l'opportunisme. On va se réjouir d'un truc qui est incroyable à saisir. On se dit ouais, j'ai cette opportunité. C'est vraiment un sentiment d'opportunisme, mais sans intensité. On se dit juste là j'ai de la chance que ça sorte à ce moment. C'est pas non plus l'opportunité qui nous est offerte, c'est pas non plus extrêmement supérieur à autre chose qu'on aurait pu faire de toute façon. Alors évidemment, quand on joue à plus de 2, c'est encore plus le bazar, c'est encore plus opportuniste, c'est très difficile de préparer des choses qu'on peut se préparer pour nous-mêmes pour le tour suivant. Voilà, c'est même si dans le jeu en fait c'est pas une action par tour, on a quelques actions, donc on peut essayer sur un seul tour de se faire une petite opportunité, une petite ouverture qu'on va résoudre au même tour, mais
Voilà, c'est pas trop le cas, et en plus on pourrait se dire que du coup à 3 ou 4 ça va être un peu plus vivant, il va y avoir des dynamiques un peu plus chafouines, ça va être un peu plus chaotique, ce qui moi me dérange pas hein, dans l'absolu, hein, même si j'ai pas l'impression que ce soit la volonté du jeu, mais si ça menait à ça, moi ça me dérange pas. On pourrait partir sur un peu des alliances ou quoi, ah mais ça là et moi je ferais ça et tout, pas du tout, ou bien un jeu par équipe, pourquoi pas, mais je crois pas qu'il y ait de variante par équipe, mais c'est vraiment un jeu, son essence en fait est beaucoup trop froide pour que ça mène à ce genre de dynamique. Il y a quand même un truc qui gagne à être joué à plus, et c'est encore une fois un truc que je trouve pas forcément inintéressant, c'est que la manière dont on pose les pièces, donc les pièces, ces pièces là c'est les éléments de contrat, hein. Comme dit, on doit mettre les pièces de certaines couleurs dans certaines dispositions, mais leurs couleurs à ces pièces là qui servent au contrat, c'est aussi les couleurs des joueurs et des joueuses, que les placer de telle ou telle manière, en fait au-delà d'aller vers un contrat, ça peut favoriser ou défavoriser un autre axe de scoring. Là encore c'est très classique, c'est pas très intéressant, mais en gros l'idée c'est que dans chaque région, je crois on va faire, ou peut-être dans une seule des régions, je sais plus, peu importe hein, honnêtement, mais en gros le plus grand groupe possible à sa couleur, donc de pièces de notre couleur adjacente, ça va nous rapporter des points. Ça change pas énormément le feeling du jeu, ça influence les choix vraiment qu'à la marge, parce que c'est pas vraiment là-dessus qu'on se concentre, sauf si on a que ça sur lequel se concentrer. Mais disons que l'idée de pièces qui permettent de faire des points et qui en même temps appartiennent sont les couleurs des joueurs et joueuses, ça me paraissait assez notable pour être cité, donc je la cite. Donc voilà, Neotopia c'est très très lisse hein, comme expérience de jeu, ça a aussi peu de personnalité que ses visuels, j'ai envie de dire, parce que je trouve que les visuels sont très colorés mais terriblement ternes. Il y a quelques rares moments de tension et de gestion de tempo, mais ça suffit clairement pas à sortir d'une partie qui est beaucoup trop téléguidée et dont les choix manquent cruellement d'enjeu. Vous pouvez jouer à On Tour gratuitement sur l'application de Allplay, c'est une application gratuite, hein. Vous pouvez aussi jouer à Mountain Goats, je crois que c'est un jeu dont je vous ai parlé il y a maintenant quelques temps que je trouve assez cool. Alors ce sera juste un jeu en solo, mais ça suffira largement pour vous faire une idée, parce que de toute façon On Tour c'est vraiment un duplicate où il y a zéro interaction. Disons que la seule relation que vous aurez avec les autres personnes autour de la table, ce sera sûrement surtout dans la comparaison de ce que vous avez fait, des valeurs qui vous étaient proposées, donc à la fin vous regarderez un peu les feuilles des autres, mais ça s'arrête là. On est vraiment dans du jeu qui fait penser à Bout à Bout, que vous connaissez peut-être sous le nom de Streams, où on essaye en gros de faire en sorte de faire la plus grande chaîne de valeurs adjacentes croissantes, avec des petits points bonus quand on se pose spécifiquement à certains endroits. Il y a évidemment une contrainte de placement, c'est un mélange un peu entre du roll et du flip and ride, puisque il y a des cartes qui vont déterminer un peu des régions où on va devoir se placer, et éventuellement si on se place dans certaines villes spécifiquement, on va pouvoir récolter un bonus, et on va lancer les dés qui vont déterminer les cases où on va les valeurs qu'on va écrire justement dans la case qu'on choisit. On va lancer 2 dés, on va, si je fais un 7 et un 6, je peux faire 67 ou 76. Et donc l'idée c'est un petit peu thématiquement qu'on se fait un road trip avec notre groupe aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu aussi une extension ailleurs. Alors je vais pas vous mentir, on ressent absolument pas ça quand on joue, contrairement à par exemple un Draft and Write Records, où là aussi je vous en avais parlé, et dans Draft and Write Records il y a plein de petits éléments qui sont là pour nous émerger un peu plus, pour donner un peu l'impression de vivre un semblant d'histoire, un semblant d'esprit de groupe et tout. Là on est vraiment très très loin de ça. Moi je vous avoue que ça me soulève pas du tout, hein. Comme jeu on tour, on est dans du petit puzzle très très opportuniste, où on va essayer de placer telle valeur ici ou là, en essayant effectivement de faire la plus grande chaîne de valeurs croissantes. Alors quand je dis croissante, il faut pas forcément qu'elle soit immédiatement croissante, hein. On n'est pas obligé de faire 45, 46, 47, mais à la fin on va essayer de faire la ligne de valeur croissante la plus longue possible pour marquer le max de points. Moi je trouve en plus que c'est pas, je trouve ça déjà assez ennuyeux, assez monotone, il y a parfois un peu des paris sur l'avenir ou quoi, mais ça reste très limité, et bon on dépend évidemment des dés, mais ça me dérange pas dans le jeu. Par contre ce qui me dérange aussi c'est le manque de lisibilité. Alors là il y a l'application qui me dit ah bah si tu mets ça, ça va te faire tel score ou tel score, donc moi ça me permet de lire un peu clairement où j'ai plus intérêt à poser une valeur, mais sans ça franchement ce serait trop compliqué pour moi d'analyser les valeurs déjà posées et celles que je dois poser pour me rendre compte si la valeur que je pose ça me permet d'allonger mon tracé, s'il vaut mieux que je pose tel truc ici ou là, si ça me fait gagner une place ou pas. C'est quelque chose que j'arrive pas du tout à lire sans l'aide de l'application, ce qui est quand même problématique, hein, parce que c'est cool de pouvoir y jouer sur appli, mais voilà, moi en physique je pense que je serais complètement perdu à jouer à ça. Donc voilà, pour moi c'est un jeu à oublier. Si le thème vous branche, hein, de la musique et tout, de partir en groupe, vraiment Draft and Write Records que je citais un peu plus tôt, je vous conseille plutôt d'essayer celui-là. Comme trop souvent malheureusement, voilà un micro-game qui va arriver dans la partie des jeux que j'ai trouvé ratés. Pourtant celui-là il fait partie dans la gamme, ça fait partie des jeux à deux, et c'est vraiment cette proposition là, les jeux à deux en général, que je trouve les meilleurs de cette collection. C'est un jeu coopératif qu'on peut aussi jouer en solo, et l'idée est prometteuse. L'idée c'est de faire un montage d'un film dans le bon ordre. On va recevoir des scènes, il faut qu'on essaye de les mettre dans le bon ordre avec notre partenaire.
Vraiment la thématique, moi je trouve ça assez cool, parce que ça parle de cinéma, en plus ça parle vraiment de la pratique assez précise qu'est le montage et tout, donc et de loin en plus, pour renforcer un peu cette promesse, il y avait l'impression que ce soit peut-être un peu un The Mind avec des pouvoirs, parce que du coup on est dans de la communication limitée, on a des cartes à mettre dans le bon ordre avec des valeurs numériques, et par contre bon, ce qu'il y a, donc il y a de la communication limitée et tout, mais il n'y a pas du tout évidemment la notion de tempo, de temps réel de The Mind, le temps réel qui est géré par les personnes à table. Il y a vraiment ce but de mettre les cartes dans l'ordre lors de la vérification, donc pas pendant la partie mais à la fin d'une phase. Donc bon, je dis The Mind de loin, vous le voyez quand même, ça change pas mal le paradigme de The Mind qui prend vraiment tout son sel dans la notion du temps qui est gérée par les joueurs et les joueuses. Mais moi je me disais ouais ok on perd ça, mais il va y avoir les pouvoirs en plus et ça risque de donner un peu de personnalité. Moi franchement un The Mind avec des petits pouvoirs ou quoi ça pourrait être très rigolo, et du coup je pensais que ça compenserait un peu justement le manque du temps réel pour plan séquence. Et dans l'idée ben ouais on a notre main avec il y a des cartes qui sont écartées, il y a des cartes qui sont pas révélées et tout, et on tente des choses, parfois on félicite un peu silencieusement le move de l'autre, ou bien des fois on se dit il y en a un petit regret que la personne elle ait pas forcément compris nos choix ou nos indices, que la personne elle réagit pas forcément comme on l'aurait espéré. Mais alors cette petite tension elle intervient parfois, mais je trouve que plan séquence c'est un jeu qui manque cruellement de corps et vraiment de fondation, parce que finalement l'idée qu'on enlève le temps réel humain de The Mind et le fait qu'on ajoute les pouvoirs, en fait le tout est vraiment beaucoup trop contrôlable, et finalement les parties qui échouent sont assez rares, et alors la structure du jeu c'est en 3 actes entre guillemets, qui sont censés être de plus en plus difficiles parce que il y a de moins en moins de latitude, bah en fait normalement ça laisse de moins en moins de place à l'échec ou à un peu des petites erreurs, et finalement bah, ça change pas grand chose à la difficulté du jeu, parce qu'en fait les pouvoirs sont vraiment trop lisibles, la manière dont on les utilise ça revient presque un peu à parler, à dire parfois ce qu'on a en main, des fois carrément il y a des pouvoirs qui nous permettent de montrer ce qu'on a en main, ce qui est utile et tout, mais franchement le jeu est déjà assez simple en fait, et je trouve que les pouvoirs sont pas suffisamment bien trouvés pour que le jeu ait vraiment une identité, parce que l'autre problème c'est que j'ai pas gagné toutes mes parties de plan séquence, mais les quelques défaites qu'on a pu avoir, bah en fait c'est jamais le fruit d'un manque de compétences, d'une mauvaise communication, des éléments sur lesquels vous voyez on pourrait s'améliorer, comme dans des jeux coop un peu hardcore, ou vraiment, alors sans qu'ils soient forcément hardcore, mais en tout cas un peu plus intéressant pour moi, ou si on perd c'est parce qu'on a fait des erreurs et puis on se dit ah ben là on peut progresser là-dessus, on peut essayer tel truc, là bah non en fait quand on a perdu souvent on conclut par on a perdu, en fait t'as fait au mieux et juste on pouvait pas réussir cette manche parce que voilà c'est le hasard des choses qui fait qu'on a perdu ou qu'on a gagné. Souvent on gagne parce que le jeu est quand même encore une fois assez simple, mais quand on perd aucune conséquence, aucun sentiment d'avoir échoué ou quoi. D'ailleurs on sent un peu, il y a des cartes scènes coupées, il y en a 3 je crois, 2 peut-être, qui sont un peu des espèces de petites rustines pour les parties un peu de défaite, parce que ça permet de retirer certaines cartes et tout du montage final, et donc des cartes qui enlèveraient l'ordre chronologique numérique, enfin l'ordre croissant numérique, on peut les recouvrir et donc gagner quand même la manche. Alors évidemment on les garde plutôt pour la fin si possible. En vrai c'est vraiment des petites rustines pour des parties que de toute façon on a perdu, qu'on pouvait pas gagner. Ça marche pas trop non plus, hein. C'est cool que ce soit là, mais en vrai t'as vraiment l'impression que c'est là pour compenser un truc. Alors en plus le jeu te dit si tu veux faire plus difficile, enlève ces cartes là. En fait ça change rien, c'est pas ça qui rend la partie plus difficile, parce que parfois comme je trouve que le jeu est un peu capricieux, un peu random, en fait des fois les cartes scènes coupées on les utilise les deux lors de la première manche parce que juste ça s'est mal passé et qu'on n'y est pas pour grand chose, et finalement on arrive à la fin du jeu qui est censé être plus difficile sans aucun problème, parce qu'en fait on a les bonnes cartes au bon moment et tout, donc ça renforce un peu ce sentiment de manquer d'emprise sur le jeu, et que ça donne l'impression vraiment que c'est le jeu qui décide de manière un peu gratuite si oui ou non on va devoir les utiliser. On sent vraiment que c'est des rustines pour compenser un peu la faiblesse du jeu, comme dit le fait qu'on propose de les enlever en partie ou totalement pour corser le tout, ça change pas grand chose, puisque il n'y a pas de progrès dans la maîtrise du jeu, il n'y a rien qui vient retirer au jeu un peu son caractère arbitraire. Et puis les pouvoirs qui sont quand même la promesse du jeu, sur laquelle moi je fondais quelques espoirs, pour la plupart ils sont vraiment pas foufou, ils offrent vraiment des parties variées, les parties sont vraiment très redondantes de l'une à l'autre, en fait quels que soient finalement les pouvoirs qu'on a à disposition, et ça aussi en solo, je parle pas trop du solo, mais le solo est aussi très facile et pas très intéressant, on a vraiment beaucoup de contrôle sur pas mal de choses, et c'est pas très intéressant pour moi. Et pour enfoncer le clou, il y avait une autre promesse aussi, je l'ai dit, elle est plus liée au thème pour le coup dont je parlais au début. Moi ce qui m'emballait de fou, l'idée du montage, c'est la potentielle narration créée par notre partie, parce qu'on dit parfois que le montage c'est la grammaire du cinéma, que avec des mêmes scènes tournées, la façon de le monter ça va donner tout un propos ou tout un autre à un film, etc. Et moi je me disais waouh, si on arrive à avoir ça et que selon le montage qu'on fait ça va donner une autre histoire un peu à notre partie, je trouvais ça très prometteur, parce que en fait au-delà des valeurs et des pouvoirs qui sont le cœur du game design, chaque carte, en haut de la carte il y a un petit encart de storyboard comme ça
qui définit la scène et l'action du personnage, genre jour, scène 1, que sais-je. Et du coup moi j'espérais que chaque partie, que ce soit réussi ou pas, ça crée une espèce d'enchaînement de petites choses qui permettrait un peu de se représenter une espèce de séquence justement dans laquelle on essaierait de combler les vides et où ça ferait une petite histoire. Et encore une fois ça marcherait, que ce soit une réussite ou un échec, on pourrait un peu se refaire le film et qui serait différent à chaque fois et qui peut-être serait intéressant, procurerait des émotions, voilà, dans lequel on serait un peu actif justement pour combler les vides entre les cartes. Et j'étais d'autant plus chaud que sur les cartes en fait c'est des actions assez anodines du quotidien, c'est pas des grandes aventures, des grandes péripéties. Moi je sais que les grandes péripéties, les grandes intrigues c'est pas ce que je préfère en termes d'histoire, et là le fait que ce soit des petits trucs un peu anodins comme ça me promettait beaucoup. Évidemment le résultat est raté, parce que qu'on ait raté ou pas la partie, si vous voulez, on a appris ça aussi de Disco Elysium, c'est qu'un échec n'est pas forcément un échec, c'est un rebond. Et là peut-être qu'un échec dans la partie, ça pourrait donner en compensation une histoire un peu passionnante, et on essaierait de refaire l'histoire, on se dit c'est pas grave en fait qu'on ait perdu parce qu'au moins on a eu cette histoire. Et en fait non, ça marche pas du tout, il n'y a pas vraiment d'émotion qui naissent de tout ça, alors que je suis sûr que franchement sur cette idée là du montage et de comment est-ce qu'on peut transformer les sentiments par le montage, il y a vraiment un gros potentiel qui peut se traduire par du game design vraiment très fort, et là pas du tout. Parce que finalement dans le titre anglais d'origine c'est Moving Pictures, et Moving c'est à la fois bien sûr les images qui bougent, mais aussi moving c'est émouvant, et ça aurait pu avoir un peu ce double sens. Et pour moi finalement les seules émotions que m'a soulevé ce jeu malheureusement c'est un peu la déception, ou les émotions qui se rapprochent de la déception. Qu'est-ce que ce serait ces vidéos d'opinion Solar Knizia mensuelles? Alors ce mois-ci il y en aura deux. Le premier c'est une refonte, c'est Sunrise Avenue, Sunrise Lane en VO. C'est une refonte de Rondo, un jeu qui date de 2012 et qui est très très moche. Moi je pensais que c'était vraiment plus tôt que ça, parce qu'en 2012 on faisait quand même déjà des jolis jeux. Et ce jeu hideux, mais certes lisible, Sunrise Avenue, il le revisite en le plaçant dans une espèce de ville toute colorée où on va empiler des bâtiments et tout. C'est assez joli, notamment la couve. C'est pas bouleversant, mais en tout cas oui, c'est plus joli que Rondo. Par contre en termes d'édition, du coup ça a retiré le plateau alternatif que Rondo avait au verso, chose assez étrange. J'avais d'abord joué à 2 en ligne, et depuis j'ai pu y rejouer à 3 et 4 sur table, et j'attendais d'y jouer à 3 ou 4 un peu pour vous en parler, parce que ma partie à 2 elle date déjà d'il y a plusieurs mois. Dans Sunrise Avenue, je trouve qu'il y a vraiment un petit feeling aventuré du rail dans le tour de jeu. C'est vraiment un tour où soit on peut... tour à la Knizia, extrêmement fluide, extrêmement minimaliste, extrêmement épuré, où on fait pas grand chose, et où tout est clair, où on s'intéresse à qu'est-ce qu'on fait, quel intérêt ça a de le faire. Du coup ouais, le tour c'est vraiment soit on pose des maisons, soit on pioche, et cette fois il n'y a pas de rivière. C'est vraiment juste face cachée, on prend pas des trucs comme dans les aventuriers du rail dans la rivière, c'est vraiment des cartes face cachée. Et quand on pose les maisons, en fait il faut d'abord qu'on les pose adjacentes à d'autres pièces sur le plateau, ou à la caisse centrale au début, et également en fait les cartes qu'on joue comme dans les aventuriers du rail, elles ont des couleurs, et il faut qu'on pose sur les couleurs de nos cartes. Et selon justement la case et le nombre de cartes jouées, en fait le nombre de cartes qu'on va jouer va déterminer combien d'étages on va poser. La case elle est un petit multiplicateur, donc voilà, on va multiplier le nombre d'étages par la case en question. Donc si je fais 3 étages sur une case à 3, ça me fait 9 points. Et évidemment à ces points marqués en cours de partie, il y a quelques objectifs de fin de partie à base de, je sais pas, le bâtiment le plus haut, la plus grande zone à d'autres couleurs adjacentes, des trucs comme ça qui vont s'ajouter. Assez classique là aussi. Et c'est un jeu où vraiment, comme dans beaucoup de Knizia, je l'ai dit, ça déroule, les tours ils s'enchaînent. Moi j'aime bien dans ce jeu la manière dont on va créer des ouvertures aux autres, parce que à plusieurs parfois quand on joue à plus, on va parfois essayer de pousser les autres un peu à dire ah non mais fais pas ça, ou bien bloque telle action parce que il a déjà beaucoup de points donc faut le bloquer, faut pas qu'il profite de ce coup là. Et on va essayer aussi, si on peut, d'avoir une main qui va nous permettre un peu d'enchaîner les coups plutôt que de juste faire un coup moyen à notre tour. Alors ça dépend vraiment des tours, mais parfois on va essayer vraiment d'accumuler quelques cartes, comme dans les aventuriers du rail là encore, pour vraiment faire un coup qui a du sens, où on peut vraiment comboter pas mal, enfin pas comboter mais en tout cas enchaîner plusieurs coups. L'idée est cool, vous voyez, je suis assez enthousiaste quand même sur l'idée, mais moi je refuserai jamais une partie. C'est pas un jeu que je trouve mauvais, je trouve qu'il est assez intéressant sur certains points, et j'aime beaucoup le flux de jeu, mais je trouve l'ensemble un peu trop statique, un peu trop opportuniste. Ça procure assez peu d'émotions autour de la table sur l'ensemble de la partie. Le ratio émotion et par rapport à la durée de partie est trop faible pour moi, et les émotions sont pas assez puissantes. On est vraiment mené par des cartes qu'on va piocher au hasard, alors selon notre action on va pouvoir en piocher plus ou moins, mais voilà, en gros il y a beaucoup quand même l'incitation de se dire je vais plutôt piocher plutôt que de poser.
piocher, notamment quand on joue à 2 où il y a plus un effet ping-pong, parce que on n'a pas envie de créer des ouvertures à l'adversaire, et donc voilà. Heureusement, contrairement aux aventuriers du rail où on peut un peu meuler le deck et se faire une main gigantesque, là dans Sunrise Avenue il y a quand même une limite assez forte de 5 cartes seulement, donc ça évite un peu cet effet là. Le fait aussi que quand on pose, on pioche quand même une carte en fin de tour, alors que si on pose pas on en pioche 2, donc voilà, on a quand même un intérêt à poser parce qu'on va marquer des points et on va quand même piocher, mais si on pose pas on pioche un petit peu plus. Mais pour moi, ouais, un peu trop de place au hasard, et j'ai l'impression qu'il y a des parties où vraiment t'as pas de chance au tirage et où t'arrives pas à profiter des bonnes ouvertures, alors que t'en as d'autres où vraiment tu peux vraiment en profiter à chaque fois. C'est vraiment un hasard qui aurait pu être limité assez facilement. Par exemple, voilà, plutôt que de prendre 2 cartes au pif quand on choisit de ne pas poser, peut-être que l'action de passer et donc de ne pas poser, c'est quand même une gestion de tempo, parce que comme j'ai dit, on crée pas les ouvertures à l'adversaire, mais c'est un tour de perdu en termes de temps. Peut-être que ça aurait pu être plus permissif, je sais pas, peut-être avec une rivière visible justement, ou peut-être un choix parmi plus de cartes, je sais pas. En vrai, le hasard du jeu me dérange pas plus que ça, c'est plus les conséquences du hasard en question qui me dérangent. Je trouve que c'est pas gênant de ne piocher qu'une carte au pif ou 2 cartes, c'est plus que ça donne des parties assez désagréables par moment et un peu déséquilibrées, parce que là à chaque fois je suis un peu en train de calculer qu'est-ce que je peux gagner comme point, comment je peux maximiser ce gain, comment je peux éviter de faire gagner trop à l'autre, et je sais évidemment jamais ce que cette personne possède en main, alors qu'avec une rivière par exemple, on pourrait me dire ah là elle a pris du violet donc machin, ça rajouterait de l'analyse en fait, mais donc je suis pas sûr que j'aime ce que je suis en train de dire, je dis juste que ça aurait pu être des options, j'essaye de combler un peu ces parties un peu désagréables où des fois ça va un peu à sens unique. Et du coup de loin comme ça, ouais, l'assemblage devrait un peu me correspondre en termes de gestion de hasard, de flux de jeu et tout, mais comme dans Expression, je trouve que Expression c'était pire, mais il y avait un peu ce côté où normalement ça devrait me parler, et finalement la sauce elle a pas tellement pris, c'est juste un ennui assez poli, il y a jamais vraiment de tension dans mes choix, là où Knizia il est quand même fort en général pour donner des choix vraiment intéressants, et où t'es là et tu dis est-ce que je fais ça, j'ai pas tellement d'options, mais vraiment toutes les options sont très intéressantes, il faut que je tranche. Là c'est pas aussi tranché que ça, c'est pas aussi intéressant que ça, mais bon voilà, j'ai des réserves, vous avez vu que c'est pas le jeu que je déteste le plus de cette partie, mais moi je vous conseille plutôt, si vous devez essayer, d'essayer plutôt à partir de 3. Moi j'ai pas spécialement envie d'y revenir, mais comme dit, si on me le propose j'y jouerai sûrement. On était à l'instant avec Rainer Knizia, et à première vue on pourrait penser que Switchback c'est un peu dans sa lignée et c'est un peu inspiré par des Knizia. Alors d'abord il était sorti avec une thématisation abstraite, c'était Connect 37. Alors évidemment Allplay comme d'habitude l'éditeur a habillé ça avec un petit thème autour de la randonnée, avec toujours un habillage assez chouette de Anka Gavril et Daniel Profiri, donc c'est des illustratrices qui sont habitués de Allplay, et pour le coup c'était Saïd Bepou qui avait fait Connect 37, je vous ai parlé plusieurs fois de Saïd Bepou et de à quel point j'aime son travail. Bon là pour le coup Switchback, alors c'est toujours un peu les mêmes couleurs, c'est quand même un peu criard et tout, je sais pas, j'aime bien, et en même temps j'en ai un peu marre de leur style à ces deux là. On est vraiment dans de la thématisation marketing, le thème vous le ressentirez je pense jamais ici, un peu comme plutôt je parlais d'autres jeux où vraiment on ressent pas le thème, enfin beaucoup d'ailleurs, Sunrise Avenue non plus, vous ressentirez pas le thème, là non plus. Je parlais de Knizia, pourquoi est-ce que je parlais de Knizia comme potentielle inspiration, ou en tout cas comme potentielle filiation? C'est justement pour le sentiment d'un tour de jeu extrêmement simple, avec des choix intéressants, avec de vraies implications qui nous concernent et surtout qui concernent les autres, parce que à son tour juste on a 3 tuiles, on en pose une où on veut sur le plateau, c'est tout, voilà, donc extrêmement simple, et pourtant voilà, on peut le poser où on veut, donc on a quand même pas mal d'opportunités et tout. Après effectivement, après cette pose de tuiles, on peut rajouter ses pions sur cette tuile, donc soit des pions déjà par 2, ou bien un pion unique, ou bien plutôt que de poser des pions sur cette tuile, on peut rassembler 2 pions isolés pour les mettre ensemble et pour les placer par la suite. En tout cas, si on choisit de ne pas placer de pion sur cette tuile au tour où on la pose, on ne pourra pas en placer plus tard. Et donc tout ça, pourquoi est-ce qu'on se placerait sur les tuiles, pourquoi on va réfléchir où on pose nos tuiles et tout, c'est parce qu'on va essayer de se placer sur des tuiles qui vont suivre numériquement et former des chemins valides. Les tuiles elles vont être numérotées de 1 à 37, et donc pour scorer il faut qu'il y ait une suite croissante d'au moins 4 cartes immédiatement successives pour scorer. Il y a beaucoup de jeux dont je parlais où on pouvait juste être dans l'ordre croissant mais on n'était pas obligé de se coller. Là vraiment il faut que ce soit des trucs qui se collent, donc par exemple je sais pas, 21, 22, 23, 24, là ça fait 4 tuiles successives minimum, si c'est plus c'est ok, et à ce moment là si elles se touchent comme ça ensuite vraiment dans l'ordre, on peut pas faire 21, 22, 24, 23, ça ne marche pas, à ce moment là les petits personnages qui sont dessus pourront rapporter des points à leurs propriétaires, qui peuvent être vous mais pas forcément, et c'est là qu'on voit venir les petites filouteries à la Knizia à base de blocage, où on va peut-être on a une partie d'un chemin, donc on va essayer d'en profiter, en même temps on va essayer de faire en sorte que les autres se placent pas trop dessus, donc peut-être un peu de blocage aussi, bloquer des chemins qui sont à 3 et qu'on pourrait bloquer
avec un truc pour pas qu'ils atteignent les 4, avec peut-être aussi autour de la table des alliances un peu potentielles, des incitations à la méchanceté, ce genre de trucs. Mais vous vous en doutez, la sauce elle prend pas malheureusement, les dynamiques elles se mettent pas vraiment en place, peut-être parce que le plateau est aussi trop ouvert et laisse trop de place un peu pour contourner les blocages que les autres mettent en place, et du coup on n'est pas tellement incité à bloquer parce qu'on se dit bon, je vais bloquer, je vais perdre un tour à bloquer, est-ce que ça m'est utile? Pas forcément, et puis ils vont pouvoir le contourner. Tout est un peu évident dans le jeu, je trouve qu'il y a vraiment un manque de tension, surtout à deux, n'y jouez vraiment pas à deux, c'est assez monotone, là où je trouve que Knizia, hein, j'en parlais un peu plus tôt, mais dans ces tout petits interstices de choix, il arrive à mettre des vrais moments décisionnels où on se pose des questions, où vraiment on hésite. Je reparlerai de certains de ces jeux dans les mois à venir, et c'est toujours le cas, hein, tout le temps, hein, il est trop fort là-dessus. Comme quoi, tout est une question de dosage, que ce soit dans la contrainte de scoring, que ce soit dans la possibilité de rassembler ces deux bonhommes, que ce soit dans la distribution des tuiles, de 1 à 37, que ce soit dans le nombre de tuiles qu'on a en main, que ce soit dans la possibilité qu'on a de les poser où on veut. C'est sûrement des petits détails comme ça, hein. Parfois ça paraît assez anodin, mais puis parfois les petits détails en eux-mêmes paraissent de bonnes idées, et finalement c'est sur ces petits détails et sur leur assemblage que se fait la différence entre les jeux réussis de Knizia et ce Switchbacks qui, au mieux, me paraît vraiment très anecdotique. Xian, c'est un jeu qui parlait de l'armée de terre cuite avant Terracotta Army, un jeu de Board & Dice qui est sorti il y a quelques années, qui a sûrement fait un peu plus parler de lui que cette proposition qui est aussi beaucoup plus légère de 2017. J'ai joué qu'à 2 et pour le coup, je pense vraiment que ça gagne à être joué avec au moins une personne de plus, donc au moins à 3. Et alors pour l'anecdote, ça m'a permis de valider mon petit défi BG Stat. Le défi c'était de jouer à un jeu pour chaque lettre de l'alphabet. Donc que jouer à 26 jeux qui commencent chacun par une lettre de l'alphabet différente, et le X il est assez rare, hein. Il y a Xylotar qui est sorti mais que je sais pas, et donc il y avait Xian. Voilà, que j'ai pu jouer chez Paul Garay, elle a aussi pu comme ça valider elle son défi. C'est vraiment une petite salade de points Xian avec des histoires de majorité, du scoring en cours de partie, en plaçant des statues adjacentes de notre couleur. Il y a un peu de collection avec des cartes, il y a éventuellement quelques bonus en fin de partie. Et tout ça, ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est que c'est un temps assez réduit quand même, de 12 actions maximum. Avec des trucs qui vont permettre vraiment un mini moteur mais qui n'a pas vraiment le temps de briller, hein, ou de exploser ou de vraiment monter en puissance parce que c'est vraiment assez court. Moi j'aime assez les jeux qui arrivent à proposer quand même des décisions intéressantes sur un temps réduit comme Wildspace ou quoi. C'est pas forcément des jeux que j'aime beaucoup, mais par exemple j'aime pas comme dans Dice Forge où j'ai joué à Tower Up récemment. Je vous en parle pas encore parce que j'ai pas assez joué à mon goût, j'aimerais réessayer, mais où vraiment je trouve que c'est trop court pour mettre en place quoi que ce soit et que ça me frustre un peu, mais sinon quand c'est bien dosé, un Res Arcana ou quoi, j'aime bien quand c'est vraiment très contraint dans le temps. Et donc là 12 actions maximum, il y a, je l'ai dit, quelques petits trucs qui vont permettre un mini moteur avec parfois des bonus ponctuels ou bien des bonus permanents qui vont s'activer régulièrement dans la partie. On est dans quelque chose d'assez classique, hein, quand même dans l'ensemble. Il y a pas mal d'interactions à la fois dans le placement pour les majorités, à la fois aussi dans le timing de certaines actions. Il y a de l'interaction positive, de l'interaction plus filoute. Le choix des actions d'ailleurs, de comment on fait quelles actions on va faire à notre tour. Moi ça m'a fait penser à Kaori que j'ai joué très récemment et qui est sorti plus récemment, hein, donc voilà, c'est plus Xian qui est venu avant Kaori. Je sais pas d'ailleurs si ce serait intéressant de savoir si Charalek Kurono qui a fait Kaori s'est inspiré de Xian ou pas du tout, ou quelles sont ses inspirations, parce qu'il y a sûrement plein d'autres jeux qui le font, mais vraiment il y a vraiment une filiation assez évidente. L'idée c'est qu'on, parmi notre main, on utilise deux cartes, une qu'on va utiliser pour l'initiative et l'autre pour l'action. Et du coup, ce faisant, en fait, la carte qu'on utilise pour l'initiative, on sacrifie son action, ce qui est souvent le plus important, même si l'initiative peut avoir son importance pour certains points. Donc ouais, sûrement pas le seul jeu qui utilise ce système, et je trouvais ça rigolo, en ayant joué à Kaori récemment, là aussi je vous en reparlerai dans quelques temps, de retrouver ça dans un jeu qui lui était antérieur. Xian, je trouve quand même, il n'y a pas vraiment, enfin il sort pas trop son épingle du jeu. Je trouve c'est assez facile de comprendre pourquoi à l'époque il avait eu une réception mémorable. Je pense que Xian, son nom vous évoque probablement rien. Fondamentalement c'est pas désagréable. Par exemple je serais assez curieux d'y jouer à 4 pour voir un peu si justement l'interaction prend une autre ampleur, donne un peu plus d'intérêt à nos choix. Mais en l'état là, à 2 et dans ce que j'y vois en tout cas, même à plus, il n'y a rien dans les dynamiques, dans les décisions qui m'a donné vraiment le sentiment d'être un bâtisseur, un sculpteur. Il n'y a aucun moment qui est vraiment venu donner le change pour créer un peu des moments de rupture. C'est assez court, c'est assez réduit, mais finalement assez plat quand même. Et finalement, sa plus grande qualité, je pense que c'est cette initiale qui m'a permis de valider ce fichu défi.
J'ai déjà ici parlé de 2 jeux de John Hill, qui est vraiment l'auteur d'un de mes jeux préférés des dernières années, Jekyll vs Hyde. Alors j'en ai jamais parlé ici en détail, mais j'avais fait un jeu du mois chez Proxy Jeux à l'époque. C'est vraiment un auteur qui est très centré sur les jeux à 2 uniquement, même si je crois qu'il a des choses prévues qui se joueraient à plus. Moi j'avais beaucoup aimé Hipparchus, qui est un jeu de pli. J'avais un peu moins aimé Ptolémie, qui est un peu un jeu frère de Hipparchus, en termes de thématique, même en termes de boitage, etc. Les boîtes se poursuivent si on les met l'une à côté de l'autre. Donc c'est un peu un frère de Hipparchus, mais c'est un jeu de défausse, uniquement à 2, toujours. Et ma conclusion, moi, après avoir joué à ces différents jeux, c'est que moi j'avais vraiment le sentiment que John Hill, c'est un auteur qui est meilleur dans les jeux de pli que dans les jeux de défausse. Alors j'ai pas encore essayé Phantom of the Opera, qui a des retours plus mitigés, qui est un jeu de pli à 2 uniquement. J'ai fait un peu la version coop de Jekyll vs Hyde, là, Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. Moi pour l'instant c'est un jeu qui me convainc pas du tout, que je trouve assez raté. Alors il est pas tout seul dessus, mais voilà, mais j'aimerais prolonger un peu l'expérience parce que j'ai vraiment fait le début du jeu pour confirmer ou non cette mauvaise impression. Mais disons que en tout cas The Yellow House me semble aller un peu dans le sens de cette théorie où les jeux de défausse c'est pas là où il est le meilleur. Mais je vais commencer par ce qui est toujours très cool chez l'auteur et que je trouve est vraiment une patte chez lui, et je pense que vraiment il vient avec ça, c'est le thème. Jekyll and Hyde ou Jekyll vs Hyde, c'était Edgar Allan Poe. Hipparchus, Ptolémie, c'était des discussions entre astronomes. Phantom of the Opera, c'est l'adaptation du roman du même nom de Gaston Leroux. Donc voilà, des thématiques qui sont assez rares dans le jeu de société, notamment des adaptations littéraires ou quoi. Et là encore, dans The Yellow House, comme l'indique le titre, en fait, c'est assez étonnant comme thème, puisqu'il propose d'incarner des peintres qui discutent des choses qui sont plus importantes dans leur art, donc dans la peinture, notamment à travers des discussions qu'auraient pu avoir Van Gogh et Gauguin dans cette fameuse maison jaune. On peut imaginer qu'on incarne d'ailleurs Van Gogh et Gauguin. Les visuels d'Edu Valls, je sais pas comment on le dit, c'est absolument magnifique, rien à dire là-dessus. Pour moi, c'est vraiment les jeux de John Hill, donc c'est très beau visuel, mais je trouve que par les thématiques, ça donne beaucoup de charme en fait à ces jeux. L'idée même de, à travers un jeu de défausse, à travers un jeu de pli, on discute astronomie, on discute peinture. Je trouve ça assez incroyable. Je trouve que ça raconte vraiment quelque chose. Même si des fois on a du mal un peu à le retrouver dans le système de jeu, à se le raconter par le game design, je trouve que son idée, en tout cas, moi ça me porte beaucoup et ça me donne très très envie de voir si ça se retrouve dans le jeu. De ce point de vue là, je trouve que pour le moment Jekyll vs Hyde est le meilleur en termes de cohérence. C'est pour moi ça qui fait que c'est un des plus grands jeux des 10, 15, 20 dernières années. Dans Yellow House, donc la maison jaune, je disais, c'est le bâtiment qui a abrité les 2 peintres un peu pendant un temps. Cette discussion sur qu'est-ce qui est important dans la peinture, ça va se traduire par des cartes, évidemment, comme on est dans un jeu de défausse, des cartes de 4 couleurs, et chaque couleur représente, encore une fois, c'est très très joli, des belles couleurs, des belles illustrations. Chaque couleur représente un des types d'arguments qu'on peut avancer dans la discussion. Donc il y a l'argent, la compétence, la passion ou l'inspiration. Je vous laisse débattre de ce qui pour vous est le plus important dans le fait de peindre. Alors de manière un peu étrange, on incarne à chaque fois les 2 mêmes peintres, et selon les manches, on va défendre plutôt un argument contre lequel on était plus tôt, ou avant on disait non c'est vraiment la passion qui est plus importante et que l'argent, et derrière non l'argent est plus important. Pour la cohérence on repassera un petit peu, même si en vrai avoir des arguments contradictoire et être un peu paradoxal entre un jour et son lendemain, c'est des choses qui peuvent moi aussi m'arriver, et je pense que ça arrive un peu à tout le monde de changer d'avis ou d'avoir des avis contraires d'un jour sur l'autre. Yellow House, moi je trouve que c'est vraiment un jeu qui rappelle beaucoup Ptolémie, parce que pour jouer déjà, c'est une espèce de must not follow, mais en jeu d'escalade, en jeu de défausse, parce qu'on n'a pas le droit de jouer la même couleur, et donc finalement dans chaque phase de pli d'escalade, chaque couleur ne pourra être là qu'une fois, donc chaque manche durera maximum 4 tours, et là aussi c'est vraiment comme dans Ptolémie, on n'avait pas le droit de jouer les mêmes planètes dans une même manche, et l'idée, là aussi comme dans Ptolémie, quand on joue une couleur, il faut arriver au-dessus de la précédente. Je vais expliquer après un peu comment on arrive au-dessus, mais parce que c'est important en termes de game system, mais il y a cette idée-là pour pouvoir jouer cette couleur, il faut qu'elle soit plus forte au moment où je la joue que la couleur qui vient d'être jouée. Et dans Ptolémie, c'était assez cool, ça avait une certaine force thématique et ça avait aussi une certaine lisibilité. Ça se traduisait par le déplacement des planètes, et donc il y avait une espèce de je joue un certain nombre de cartes, ça déplace la planète de temps et il faut qu'elle arrive au-dessus de la planète précédente, et ça se voyait d'un point de vue visuel. Là il y a un côté un peu plus jeu de société qui fait un peu moins, il y a moins le sentiment thématique que dans Ptolémie avec son petit plateau, avec ses petits ronds.
même si c'est là aussi très lisible, puisque c'est une piste qui est numérotée de 1 à 8, et donc on déplace les jetons de manière à ce qu'ils soient supérieurs au précédent. Et donc pour monter sur la couleur précédemment jouée, il n'y a pas de combinaison, c'est vraiment pas un jeu d'escalade où on va jouer des paires ou des suites ou quoi que ce soit et où il va falloir battre la combinaison précédente. Il va falloir jouer tout simplement de manière à ce que la couleur qu'on joue soit plus forte que la précédente, pas forcément faire une combinaison plus forte. Et si on peut pas jouer, ou qu'on veut pas jouer, hein, on a le droit de passer volontairement, donc on peut passer et donc l'autre peut relancer, dans ce cas-là créer une nouvelle manche, ou bien de base, admettons que je joue violet, enfin quelqu'un a joué violet et le violet est sur le 2, si je veux jouer rouge et que rouge est sur le 3 ou plus, je peux jouer une carte rouge, d'ailleurs j'ai pas le droit d'en jouer plusieurs, je dois en jouer une, mais si je veux monter, renforcer un peu tel type d'argument, donc en l'occurrence le rouge, admettons, reprenons l'exemple, le violet est sur le 3, le rouge est sur le 2, je vais devoir jouer plusieurs cartes pour justement d'abord faire monter le petit jeton pour qu'il passe au-dessus, tout pile au-dessus de la couleur précédente. Donc en l'occurrence, rouge était sur 2, violet était sur 3, il faut que je fasse monter rouge sur 4. Donc je vais devoir dépenser 2 cartes pour le faire monter de 2 crans, puis une carte pour jouer et monter sur la couleur précédente. Et pour ça, si besoin, on a des cartes spéciales, des cartes support, soutien, qu'on peut utiliser une par... On peut pas en utiliser plusieurs en même temps, quoi. Mais on peut, c'est des espèces de jokers qu'on peut utiliser au cours de la partie, ils sont limités, tout le monde pourra pas les utiliser, il y a vraiment une question de timing là-dedans pour en utiliser maximum 3 sur 5, bref. Je passe un petit peu. Yellow House, c'est un jeu qui est assez évident en termes de règles. C'est pas très compliqué, mais c'est pas si simple à appréhender parce que le but c'est un jeu de défausse. Donc faut vider sa main pour gagner une manche. Pour symboliser cette victoire, ce qu'on récupère, c'est la dernière carte qu'on aura jouée qui nous a fait gagner la manche. Donc si je gagne avec du rouge, ma première carte c'est la rouge. Je prends la carte rouge, je la mets sous mon petit jeton palette et puis ça fait que j'ai gagné une manche avec le rouge. Et lors de la première manche, il y a 4 cartes qui sont écartées. En fait, petit à petit au cours des manches, puisque on va se mettre des cartes sous la palette. Là justement, la dernière carte qu'on a jouée, et petit à petit les cartes qui étaient écartées en début de manche vont être rajoutées aux mains puisqu'on a toujours le même nombre de cartes en main au début de la manche, et du coup c'est un inconnu qui est de moins en moins présent parce qu'au début il y a 4 cartes qu'on ne connaît pas. Moi j'aime bien les jeux à 2 où il y a des cartes qu'on ne connaît pas, ça évite la connaissance totale. Petit à petit voilà, on va avoir de moins en moins d'inconnus, ce qui moi me convient pas trop sur les dernières manches, et donc pour gagner la partie c'est un best of 5, il faut essayer de gagner 3 manches de suite, enfin il faut gagner 3 manches, voilà, la première personne qui gagne 3 manches a gagné la partie, mais il y a aussi un petit twist là-dessus qui est assez léger, mais c'est que si on arrive à récupérer une deuxième carte de la même couleur, c'est une victoire immédiate, donc on peut gagner en 2 manches au lieu de 3, admettons que j'ai gagné la première manche avec du rouge, mon adversaire gagne la manche suivante, je regagne avec du rouge, j'ai gagné tout de suite, j'ai pas besoin d'atteindre les 3 manches. C'est pas grand chose, mais quand même, malgré tout, ça peut donner une tournure différente à notre main, on peut essayer de faire en sorte de finir avec la couleur, c'est pas vraiment l'axe principal de la stratégie qu'on va faire, mais en tout cas ça peut être une stratégie potentielle et ça peut avoir un impact sur nos choix. Donc il y a ce truc là, il y a aussi je trouve l'idée, d'un point de vue de la compréhension et de l'appréhension du système, l'idée du nombre de cartes qu'il faut jouer pour pouvoir effectivement battre la couleur précédente si avant on était en dessous, c'est toujours un peu difficile à appréhender. Les gens ont souvent du mal à comprendre exactement combien de cartes il faut jouer, alors que dans l'idée c'est pas très compliqué, mais je pense que ça aurait pu être simplifié. Parce que comme dit, il faut d'abord dépasser le jeton précédent et ensuite rajouter une carte, et du coup on joue pas autant de cartes que de cases qu'on va progresser sur la piste, c'est autant de cases qu'on va progresser sur la piste pour dépasser la couleur précédente plus 1. Moi quand je l'explique, je dis vraiment là tu vois, tu as besoin d'avancer de 3, donc tu joues 3 cartes et ensuite tu dois battre la couleur, donc t'en joues une de plus. Mais c'est pas ultra affordant, c'est pas ultra lisible, c'est pas ultra facile à comprendre, et je vois à chaque fois dans les parties quand je fais découvrir que les gens ont un peu de mal sur ce système là, donc c'est un élément qui rend la compréhension du système un peu compliqué, mais de manière générale, une fois qu'on a compris ça, moi ce qui me donne vraiment du fil à retordre et qui rend le jeu encore un peu opaque, c'est la gestion globale de la main en fait, pour faire justement en sorte d'arranger l'espèce d'échelle de valeur des couleurs, là cette espèce de hiérarchie. L'idée c'est de faire en sorte qu'on s'en sorte le mieux possible, pas se retrouver bloqué avec juste une carte qui est sur une couleur très basse. Alors pour ça, il y a un échange de cartes dès le début de la manche, ça c'est quelque chose qu'aime bien John Hill aussi, il le fait à peu près dans tous ses jeux, et déjà ça va valoriser les couleurs qu'on a échangées, donc si je donne un vert, un violet à mon adversaire, ça va faire monter le vert et le violet de une case au tout début de la manche, et si lui me donne aussi un vert et je sais pas un rouge, et on augmentera le vert de 1 et le rouge de 1, donc vert aurait augmenté 2 rouges de 1 et violet de 1, c'est déjà un premier choix, mais c'est un peu enfin moi de toute façon de manière générale j'ai du mal avec les échanges de cartes parfois.
en début de manche, quels que soient les jeux, que ce soit des jeux de pli, des jeux de défausse. Je sais que c'est de l'échange d'informations, que ça permet un peu de connaissances. Dans les jeux à deux, on a déjà beaucoup de connaissances sur la main de l'autre, je trouve. Là, ça se traduit quand même par un truc important de, justement, dans Jekyll vs Hyde, il y a l'équilibre vis-à-vis des potions. Là ça donne une importance à certaines couleurs, mais comme j'ai du mal des fois à comprendre exactement comment jouer ma main, bah ça rajoute une couche d'opacité pas forcément nécessaire, parce que du coup on augmente ces couleurs-là sur les espèces de pistes là, de hiérarchie, mais ces couleurs qu'on a augmentées, c'est des cartes qu'on a offert à l'adversaire, donc voilà, on lui offre aussi des opportunités. Moi c'est vraiment un jeu aussi, je parlais de Ptolémée, mais ça me rappelle aussi Maskman sur ce point. Je sais pas si c'était une inspiration directe, mais c'est lui aussi un jeu d'escalade à hiérarchie de couleurs et sans valeur sur les cartes. C'est un point assez important, c'est que souvent les jeux de cartes comme ça, il y a des valeurs dessus, là pas du tout, et dans Maskman non plus. Mais Maskman, alors il est aussi assez opaque comme jeu, pas facile à expliquer non plus, mais c'est vraiment un jeu Maskman qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus volontairement fun en fait, et volontairement moins, enfin il est opaque dans sa compréhension, mais on s'en fout un petit peu de la compréhension parce que je trouve que aussi par le thème des catcheurs et tout, ça porte une cohérence et une espèce d'ambiance et d'atmosphère de jeu qui fait qu'on est moins à se dire j'ai quelque chose à décrypter de ce jeu, même s'il y a quelque chose, un Maskman à faire, mais je trouve que le thème colle un peu à l'absurde de la situation et du manque de compréhension et d'affordance du système. Là où je trouve que Yellow House, par son thème, par ses systèmes, c'est un jeu qui se veut beaucoup plus sérieux, aussi par ses illustrations, ce que renforce un peu la configuration uniquement à deux, les jeux à deux de pli ou d'escalade, c'est quand même des jeux beaucoup plus potentiellement techniques, où vraiment justement l'inconnu est moins là, c'est moins le bordel par les décisions des joueurs et joueuses autour de la table, là où Maskman se joue jusqu'à 6, alors je vous conseille pas forcément d'y jouer à 6, mais c'est vraiment un jeu qui, alors je suis pas opposé à Maskman à 2, mais je trouve que c'est un jeu qui brille plutôt à 4-5, là où Yellow House, comme dit, le fait qu'il soit uniquement à 2, il y a ce côté un peu jeu beaucoup plus sérieux, je l'ai dit, c'est renforcé par plein d'éléments, mais je trouve que c'est que voilà, on retrouve des sensations de Maskman, mais que c'est pas cohérent avec les sensations et ce que veut dégager le jeu un peu en termes de ce qu'il propose a priori. Parce que du coup, il y a une certaine opacité, alors peut-être que c'est juste moi qui ai vraiment du mal à percer cette opacité-là, mais il y a aussi un côté un peu alambiqué comme ça, et ça se traduit par pas mal de redondances et des situations qui sont rarement passionnantes. Je trouve que nos choix sont pas très très intéressants, là où dans Jekyll vs Hyde par exemple, bah il y a vraiment plein de trucs super intéressants qui se passent et qui font que les choix sont intéressants et que voilà, on va faire plutôt tel ou tel truc, indépendamment même du scoring différentiel entre Jekyll et Hyde. Là c'est vraiment quelque chose qui me dérange un petit peu dans Yellow House. Le Schnapson aussi par exemple, pour donner un autre exemple de jeu à deux, bah voilà, on est dans des choix intéressants et vraiment on est là à se poser des questions et tout. Moi c'est quelque chose que j'aime bien comme tension dans les jeux à deux, et c'est quelque chose que je trouve pas dans Yellow House, où vraiment j'ai vraiment l'impression de jouer à peu près pour rien. Alors évidemment on essaye de gérer sa main, mais c'est pas des choix très engageants, c'est difficile de se rendre compte si vraiment on a fait un bon coup, si on joue vraiment plutôt de manière assez évidente. La question c'est sûrement sur le timing, sur le quand passer alors qu'on aurait pu jouer, là aussi un peu comme dans Maskman, pour maîtriser Maskman il faut savoir quand est-ce qu'on décide de passer alors qu'on aurait pu jouer pour essayer de mieux gérer l'ensemble de l'arc de la main plutôt que juste le pli en cours, mais ouais, je trouve que Yellow House ça manque trop de tension, et John Hill encore une fois il sait faire ça dans ses jeux de pli à deux, il sait le faire en tout cas dans Jekyll vs Hyde, même dans Scotland Yard, que je trouve moins bien, mais je trouve qu'il y a quand même un peu de tension. Mais c'est aussi ce qui manquait à Ptolémée. Dans Ptolémée aussi, j'avais vraiment les mêmes sensations de jeu, où on joue vraiment de manière un peu automatique, de manière un peu opaque, de manière un peu brumeuse, sans se dire ouais, bof, ça a de l'importance, et vraiment je fais un choix qui me paraît bon. Dans Yellow House, il y a aussi la patte de John Hill avec la variante qui donne des petits pouvoirs, il y avait ça aussi dans Phantom of the Opera, il y a ça évidemment dans Jekyll and Hyde et Jekyll vs Hyde, des pouvoirs selon les couleurs en fait. Si on les utilise avec un joker, je vous parlais de ces cartes soutien, si on utilise avec telle couleur, et ça donne tel ou tel pouvoir. Pourquoi pas, moi ça comble pas, alors que dans Jekyll vs Hyde je trouve les pouvoirs super bien trouvés. Pour moi là, ça comble pas les soucis que moi je trouve dans le jeu d'origine sans cette variante. Donc c'est quand même une déception, et vous avez vu, j'en ai parlé assez longtemps parce que c'est un jeu quand même qui continue de me rendre curieux. C'est un jeu quand même que j'ai acquis pour le coup, que des camarades m'ont ramené des Suns, même si j'avais déjà joué sur BGA et j'avais les mêmes réserves. Et depuis j'aime bien le sortir de temps à autre, parfois pour voir si mon avis évolue, pour voir si la personne avec qui je joue a une sensation différente et arriverait à m'éclairer un peu sur si la personne apprécie. Et finalement c'est un peu comme Ptolémée. Ptolémée aussi je le ressors un peu pour les mêmes raisons, mais comme Ptolémée, pour le moment, je reste un peu sur ma faim. The Loreto, c'est le Spiel des Jahres de 2007, donc une grosse récompense, et c'est surtout une refonte sur table de Coloretto. Enfin, Coloretto se joue aussi sur la table, mais disons que là, il y a des cartons et du plateau.
là où Coloretto c'était juste un jeu de cartes. Et Coloretto, moi c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, hein. Depuis que je l'ai découvert, et j'ai toujours le même plaisir à y jouer. Je trouve que c'est un jeu incroyable, quel que soit le nombre de personnes à table. Donc ce qu'on retrouve de Coloretto, c'est surtout le système de prise avec est-ce que je rajoute un élément inconnu à un lot, ou bien est-ce que je prends un lot qui est parfois incomplet et je mets fin à mon tour, en fait je n'aurais plus dans cette manche. Il y a aussi ce système de collection, hein, comme dans Coloretto, on essaye d'avoir les bons animaux pour scorer de manière positive. Alors ici, c'est pas juste en ayant des cartes, on remplit des enclos, on essaye de les remplir entièrement ou presque. Et si on n'arrive pas à les remplir, au moins on essaye d'y mettre des boutiques pour justement quand même les valoriser, même si on les valorisera pas autant. Mais un peu comme dans Coloretto, si on n'arrive pas à rajouter les animaux aux bonnes collections ou les boutiques aux bons enclos, voilà, il y a le risque de perdre des points. C'est un peu l'épée de Damoclès dans Coloretto et ce qui donne tout son sel au jeu. Évidemment, c'est un jeu où on va essayer, lorsqu'on choisit les animaux qu'on prend ou quoi, de faire un peu tomber les autres en leur laissant des camions qui vont pas les arranger. C'est vraiment un système que moi j'adore dans Coloretto. C'est un système qui a été piqué par Triqueta il y a quelques années, en 2023 je crois il était sorti et qui m'avait un peu énervé sur ce point là. C'est un système qui fonctionne, moi j'aime bien les sentiments que ça procure, la tension que ça donne, les éléments de choix que ça offre, les interactions que ça offre également. Mais je trouve que dans Coloretto ils s'encombrent de petits éléments annexes qui justement retirent l'épure qu'il y a dans Coloretto et les émotions que permet cette simplicité. Coloretto c'est des émotions pures et enfin le système est tellement pur que ça permet aux émotions d'éclater, alors que là il y a plein de petits éléments de strat qui retirent un peu cette épure et qui bloquent un peu le chemin des émotions pour leur permettre d'émerger. Il y a les boutiques, il y a la taille des enclos, il y a les actions commerciales, il y a les naissances, il y a améliorer son plateau, tout ça en fait c'est des couches qui sont rajoutées. Alors j'imagine que c'est là pour rajouter, alors au-delà de la thématisation, un peu de profondeur, des nouveaux axes de réflexion, mais la réalité c'est que tous ces axes, ça apporte peu de sensations. Le plaisir principal de Coloretto, c'est vraiment ce système de prise et de collection. Il n'y a pas besoin de rajouter tout ça pour rajouter des... En fait, tout ça, ça rajoute pas d'émotions qui viendraient un peu compenser l'épure du système qui permet vraiment, je l'ai dit, aux émotions d'éclater. Et moi, vous rajoutez à ça aussi un thème que je rejette. En plus, j'en ai déjà parlé sur Ark Nova, moi c'est pas des thèmes que j'aime bien trop, alors la plupart des jeux de société c'est pas des thèmes que j'aime bien politiquement, là-dedans non plus, hein, dans Coloretto. J'en avais parlé sur Ark Nova. Ark Nova je le trouve un peu hypocrite sur pas mal de points, mais au moins il parle quand même de conservation, il essaye d'être un peu plus moderne dans sa proposition, il essaye de parler justement de pourquoi est-ce que on pourrait avoir des arguments pour l'existence des eaux, et notamment aussi de comment est-ce qu'on peut remettre les animaux dans leur milieu naturel, et notamment ce qui est important dans Ark Nova, c'est que il le met en avant, cette proposition et cette vision là dans son game design. Alors que là, dans Coloretto, on est vraiment en 2007, on s'en fout un petit peu de cette idée de conservation c'est vraiment juste, on enferme les animaux dans des enclos et dans des enclos trop petits, on met des boutiques et on s'en fout. Il n'y a vraiment aucun questionnement du thème là-dessus. C'était pas la même époque, hein, et c'est pas le même auteur non plus. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi, vous oubliez Coloretto, hein, il a beau avoir eu le spiel, aucun intérêt pour moi, vous prenez Coloretto, qui reste un des meilleurs jeux de tous les temps. Voilà, donc pas mal de déceptions, pas mal de choses que j'ai trouvées assez ratées, ou au moins vraiment pas terribles. Heureusement, hein, même si c'est la partie où il y aura le plus de jeux ce mois-ci, il y a quand même des choses qui m'ont plu, rassurez-vous, comme tous les mois. Et on va s'y mettre tout de suite, on va passer aux expériences que j'ai trouvées plutôt réussies. Cool. Mon unique expérience d'Unlock, c'était la toute première aventure de la toute première boîte, et pour moi c'était un échec complet. J'avais trouvé ça assez ringard dans le game design et dans l'écriture, j'avais trouvé ça très peu agréable, aussi très arbitraire sur certains points, et au-delà de la frustration, bon c'est assez classique, hein, mais moi j'ai jamais eu l'impression en jouant à ce jeu d'être dans une adaptation d'une escape room, mais de toute façon faut savoir que ce genre d'énigmes à résoudre, donc les énigmes d'escape, c'est pas forcément ce que j'aime, même quand il y a pour les escape rooms un aspect physique qui rajoute un peu en immersion, en engagement, ce que n'a pas du tout Unlock, et du coup moi ça perd beaucoup. Autant dire que du coup après une première expérience aussi ratée, j'avais laissé un peu toutes ces expériences de côté, et du coup ce scénario d'exit, donc la cabane abandonnée, c'était mon retour un peu aux affaires des adaptations de Escape.
Alors j'avais un peu regardé en amont les boîtes qui étaient recommandées, celle-ci elle arrivait assez souvent et du coup je l'avais prise pour les vacances, on l'a faite à 2 et bah vous vous en doutez, hein, si c'est dans la partie des jeux qui sont pas mal, c'est que ça s'est beaucoup mieux déroulé que ma partie d'Unlock. Il y a toujours quelques écueils ici à là, moi c'est vraiment des jeux dans lesquels je peine à être à fond, je trouve ça assez inégal d'un point de vue des énigmes, j'ai du mal à m'immerger complètement aussi là-dedans, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça quand même assez réussi. Alors évidemment pas du côté du scénario parce que l'écriture elle est ridicule, et puis même enfin il y a rien là-dedans qui permet de s'immerger dans une histoire, mais c'est pas grave, c'est vraiment plus un jeu d'énigmes. Mais à partir du moment où on a ce contrat là, on s'en fout un petit peu et ce qu'on veut c'est effectivement des bonnes énigmes, des énigmes variées, inventives, qui ont une mise en scène un peu rigolote, et puis voir comment elles sont résolues. Alors j'ai dit, hein, toutes se valent pas, on peut être plus ou moins sensible à tel ou tel type de puzzle, mais moi j'ai vraiment bien aimé la manière dont le jeu utilisait le matériel, avec parfois, hein, c'est aussi la spécificité de Exit comparé à Unlock, le besoin de le détruire, de le manipuler. Évidemment, hein, aujourd'hui c'est questionné souvent, c'est cette idée de destruction, et il y a plusieurs points qui permettent de questionner ça, que ce soit le manque de rejouabilité, mais bon ça c'est le moindre, hein, c'est plus des questionnements écologiques, etc. Mais moi je vous avoue quoi, il y a quand même dans cette manipulation, et parfois ça passe par la destruction, bah, ça amène certaines émotions, et moi je sais que sans manipuler, sans couper, etc., sans utiliser des outils, bah j'aurais pas eu le même plaisir en fait, je pense, que ce que j'ai eu en jouant à Exit. Parce que parfois on est là, on commence à réfléchir, et finalement on se rend compte qu'on peut aller dans un aspect beaucoup plus physique, qui rappelle pour le coup un peu plus les escapes, que ce soit des fois c'est nécessaire, mais souvent c'est juste, ça facilite la résolution, il y a des énigmes qu'on pourrait faire sans, mais qui sont beaucoup plus compliquées, et puis ça apporte un plaisir simple, hein, de l'aspect physique du jeu de société. Et pour éviter de spoiler, je vais même pas parler de certains trucs de mise en scène, où parfois il y a un petit effet Eureka, et moi ça a super bien marché sur moi, alors même que bah, je suis habitué un peu à ces trucs de petits malins, un peu qui brisent le quatrième mur ou quoi que ce soit dans le jeu de société ou dans le jeu vidéo. Je suis quelqu'un qui est habitué, qui a tendance à être un peu lassé par ce genre de procédé, et là moi ça a marché très très bien sur moi quoi, dans ces scénarios d'Exit. Et dernier point, il y a le système d'indices aussi. Moi dans Unlock j'avais trouvé ça nul, ici je l'ai trouvé bien plus à propos parce que il y a un système de score dont on se fout un petit peu. Et pourtant on se fout pas d'utiliser ou non les indices qui vont faire diminuer ce score, mais en fait c'est pas le score qui est important, c'est notre espèce d'amour propre, un peu notre petit orgueil qui fait qu'on n'a pas envie d'utiliser les indices, et du coup nous on en a utilisé de temps en temps, je pense qu'on en utilise 2 ou 3 quand vraiment on n'avait aucune idée à 2 de où aller, qu'on regardait plusieurs fois et tout, et c'était pas tellement le temps qu'on perdait à faire ça, c'est plus qu'à un moment bah tu sais pas et tu veux progresser. Et je trouve que c'est vraiment des indices, en tout cas ceux qu'on a utilisés, qui étaient assez bien dosés, parce que c'est des indices qui ont permis de nous débloquer, sans pour autant nous mâcher le travail, sans nous donner la solution, mais ça nous a débloqué un endroit du cerveau et on a pu du coup progresser par la suite. Et aussi, moi il y avait ça qui m'avait agacé dans Unlock, c'est que les indices quand tu les utilises, normalement bah il y a un côté où bah t'es puni entre guillemets, que ce soit par des ajouts au temps ou quoi, donc moi je me fiche un peu, mais plus encore une fois dans l'orgueil où tu te dis merde j'ai utilisé un indice. Et moi ce qui m'énervait dans Unlock, c'est que parfois les indices ils sont là que pour te confirmer un truc que tu savais déjà. T'avais déjà fait cette hypothèse et elle t'amenait à rien, donc tu prends l'indice et en fait il fait juste dire ce que t'avais déjà fait comme hypothèse. Et c'est quelque chose qui m'énerve et qui est très mal calibré je trouve dans le premier scénario d'Unlock, qui est difficile à calibrer, hein, je le dis pas, je trouve que dans Exit justement ils ont bien réussi à calibrer tout ça. Donc voilà, premier contact avec Exit, c'est très concluant, au point que tout de suite j'ai racheté quelques boîtes que j'ai pas encore essayé mais qui encore une fois faisaient partie des boîtes recommandées. Je sais bien qu'a priori toutes les boîtes de Exit ne se valent pas et que j'avoue que avec ce premier choix qui est la cabane abandonnée, j'ai un peu peur que les suivantes elles pâtissent de la comparaison. En tout cas, dès que j'aurai eu l'occasion de faire ces boîtes, je ferai sûrement un retour. Alors pour fil rouge, je vais surtout vous encourager en fait à aller écouter l'épisode des jeux du mois de Proxy Jeux où j'en ai parlé pendant une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, donc je m'étends largement sur ce qui fait que j'ai aimé le jeu. Et juste, je vais en profiter aussi pour rassurer les personnes qui auraient peur du spoil, il y en a pas un ici, je ferai pas de spoil et je pense que c'est vraiment fil rouge, un jeu dont on peut tout à fait parler sans parler de l'intrigue, de son déroulement, de l'intrigue de ce scénario qui est donc l'Ombre du Tigre. Donc c'est une gamme qui avait une démo à Cannes, qui aura un autre jeu normalement prévu pour 2024, je sais pas s'il sortira ou pas, où à chaque fois les concepteurs du système c'est les mêmes, pour l'instant les scénaristes sont aussi les mêmes, il y a juste du côté de l'illustration que ça change. Pour la faire courte, je trouve que c'est un jeu fil rouge qui réussit là où beaucoup d'autres jeux à histoire échouent. C'est un jeu qui se sépare du texte, donc qui évite les écueils de l'écriture souvent ratée. C'est aussi un jeu qui parvient à aborder certains sujets assez forts sans en faire trop, en étant quand même assez pudique là-dessus et sans en faire des caisses, même si moi, concernant le scénario, j'ai quand même préféré le type d'émotion et la manière dont elles étaient soulevées dans la démo Le Vieux Chêne que dans l'Ombre du Tigre. Le système, donc, il a été imaginé par Julien et Tom Protière, et ce qui est fort, c'est que je pense que, quelle que soit la qualité du scénario, je pense que le jeu pourrait être bon
quoi qu'il en soit. Là où je trouve que justement des expériences à histoire comme un Backstories, si derrière l'histoire ou l'écriture sont pas bonnes, ce qui est souvent le cas, parce que souvent dans le jeu de société l'écriture n'est pas très bonne, la scénarisation non plus, il n'y a pas grand chose qui a à en retirer, si ça s'est raté en fait derrière, c'est pas très intéressant parce que le système suffit pas à vraiment accrocher le joueur ou la joueuse. Ici, alors là, sur ce scénar, c'est Tom Protier qui est aux illustrations, et je trouve que c'est un travail d'illustration qui permet à la fois le fonctionnement du système, une certaine lisibilité, et ça n'empêche pas non plus de donner au jeu une forte identité visuelle, et je trouve qu'il y a une vraie cohérence sur la façon dont on est. C'est un jeu vraiment où on est dans de la communication, comme dans un perspective ou quoi, où on voit des images, il faut communiquer ce qu'on voit dessus aux autres pour essayer de remettre les choses dans le bon sens. Donc on a de la communication, on a de la description, on a de l'analyse picturale, mais c'est vraiment, il y a une espèce de cohérence, donc la manière dont on parle de ce qu'on voit aboutit à l'histoire. On se raconte ce qu'on voit, on se raconte l'histoire pour essayer de faire que l'histoire soit dans le bon sens. Julien Protier, c'est un auteur qui a toujours eu des choses à dire dans ses jeux, que ce soit In Extremis, que ce soit Cosmopolite, que ce soit La Marche du Crabe, et souvent je trouve que c'est des choses qui moi me touchent en termes de propos, et souvent le système qu'il met en place dans ses jeux, ça sert un peu les discours qu'il essaye d'y mettre. Et là, même si alors les thèmes abordés peuvent être assez forts, que ce soit dans le Vieux Chêne ou que ce soit dans ce scénario, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il sert de ce game design du jeu de fil rouge, pas forcément pour porter un propos, mais pour porter une histoire, ce qui est assez différent quand même. On se sent un peu comme dans une bande dessinée où on n'aurait pas toutes les cases devant nous, on aurait un peu les cases partagées entre les différentes personnes à table, et dans la bande dessinée, le travail de la bande dessinée, c'est les ellipses entre les cases et où justement on fait le travail par notre imagination pour compléter. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le travail qu'il faut faire pour compléter ce qu'on a en main, en fait on a en main certains éléments, on n'a pas les autres, et du coup il faut faire le travail pour compléter ce qu'on a en main et les cases que nous décrivent les autres ou celles qui sont sur la table. Donc il y a ce travail là qui est le même que dans la BD, mais sans avoir toutes les informations, le tout donc pour essayer de retrouver la bonne chronologie, avec évidemment tout ce que la langue porte d'interprétation, quoi. Et quand enfin, donc à un moment, quelqu'un décide de poser une carte au début ou à la fin de la frise, sachant on n'a pas le droit d'intercaler, on est obligé de les placer avant ou après, ce qui est aussi un choix qui est intéressant et qui est une contrainte assez forte, et ce qu'on s'était imaginé par le discours se voit confirmé, infirmé, en tout cas nuancé par les images, et il permet de voir le discours de l'autre d'une autre manière, justement de confronter un peu la langue orale et le langage pictural, et en fait ça offre aussi à ce moment-là à notre esprit tout un autre axe pour combler les vides, parce que ce qu'on voit, c'est pas la même chose que ce qu'on entendait, et du coup on n'en a pas les mêmes conclusions pour ce qu'on a en main. Cette contrainte-là de poser juste avant ou juste après, c'est quelque chose qui permet de s'apesantir sur les détails qui font du lien entre ce qu'on voit sur la table et ce qu'on a dans la main. Ces détails-là, parfois ils sont bien trouvés, parfois ils sont un peu plus téléguidés, c'est ce que je disais aussi dans ma critique chez Proxy Jeux, je trouve que c'est un peu la faiblesse qui est dans ce scénario et qui m'inquiète un peu pour les scénarios à venir. Parfois, plutôt que d'utiliser un peu l'image pour sa narration et de déduire des éléments chronologiques, parfois on joue à du chercher-trouve pour trouver vraiment l'élément précis qui va lier les images dans le bon ordre. Je passe aussi sur le système de score qui est assez anodin, même si le système de score général, je m'en fous un peu, mais je trouve que le système de résolution par petites étapes et le système de petits cubes pour réorganiser quelques cartes, c'est pas inintéressant, et notamment cette résolution par étape est très bien trouvée. Je sais pas si c'est Obradine ou quoi qui a inspiré, mais moi ça me fait un peu penser à ce genre de jeu. Alors j'ai aussi joué qu'à 2, et là aussi j'en avais parlé sur Proxy Jeux du fait que j'avais joué qu'à 2 et que je pense que du coup l'expérience est assez différente puisque les images sont pas réparties entre le même nombre de personnes, et j'avais eu des réponses justement comme quoi effectivement c'était un peu plus tendu, et donc j'imagine qu'il faut être encore plus clair dans la communication, quoi. Donc j'ai pas été surpris par le scénario outre mesure, mais disons que l'Ombre du Tigre, ça a vraiment confirmé les bonnes impressions que j'avais eues moi sur la démo, sur le système en fait. Je suis assez curieux de la suite, notamment si je peux jouer à plus, à 3 ou 4, mais j'ai un peu peur en fait moi que ce soit juste des nouveaux scénarios et que le système soit assez difficile à approfondir. Moi là où je suis curieux, c'est pas découvrir des nouvelles histoires, quand bien même pourquoi pas, mais c'est plus comment est-ce qu'ils vont essayer de twister un peu le système, avoir des petits effets de mise en scène, peut-être des spécificités mécaniques. Le scénario, je vous avoue que c'est pas ce qui me motive pour découvrir les prochaines boîtes. En tout cas, je pense que c'est vraiment le jeu du genre, donc du jeu à récit, que j'ai vraiment préféré cette année, et c'est une preuve supplémentaire que Julien Protier, alors qui est ici certes accompagné de son frère, c'est vraiment un auteur de talent. Premier jeu de mémoire à surcharge cognitive ce mois, Foxy, à sa sortie, ça m'avait un peu fait envie sans forcément passer le pas de l'acquisition, et j'avais pas eu l'occasion de l'essayer ailleurs, donc ça a un peu attendu. Donc il y a vraiment des habituels mécanismes de surcharge cognitive, il y a les illustrations qui permettent un peu la confusion. Moi ce que je retiens de Foxy,
c'est vraiment la dynamique de prise de risque qui est dans le jeu à plusieurs niveaux, puisque donc c'est un jeu où on va voir petit à petit des cartes et les animaux qui vont se superposer. Il faut se dire combien d'animaux de tel type on a vu, selon ce qui est visible sur la carte. Et donc quand on écrit le nombre d'animaux du même type qu'on pense avoir déjà vu dans la partie, en fait le truc c'est que tant qu'on ne dépasse pas, on marque des points. Sauf que être tout pile, évidemment, si on a vu 5 fois un chat et que je mets 5, ben c'est 5 points, alors que si je mets 3, ben je marquerai 3 points. Donc évidemment, pour gagner, essayer de se rappeler tout pile, ça permet de maximiser les points. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce petit point de règle de l'estimation exacte, et si on le fait à certains moments, ça permet de doubler les points d'une case. Et donc évidemment, c'est plus simple de le faire sans se tromper vers le début de partie, quand on n'est pas encore l'esprit trop surchargé, mais plus tard, si on arrive à faire un tout pile, ou je sais pas, on était à 7 ou à 8, ben ça permet de faire beaucoup plus de points, quoi. Ces choix-là, ça permet à la fois de la prise de risque, hein, comme j'ai dit, mais ça permet aussi aux personnes qui ont un peu moins confiance dans leur mémoire, d'essayer de jouer un peu plus safe, de pas forcément viser le tout pile, mais peut-être de se dire, bon ben, je sais plus s'il y en a 4 ou 5, je vais plutôt dire 4, tant pis si j'ai pas le point du tout pile. Et du coup, de jouer aussi peut-être en comptant un peu sur les erreurs des autres, en se disant, bah les autres vont prendre plus de risques et peut-être que ça va leur coûter cher. Évidemment, ces personnes-là dont on espère qu'elles prennent des risques, on peut un peu les pousser à la faute en charriant un peu à l'aura à la table. Et il y a aussi, pour casser cette petite routine, il y a la carte renard qui arrive à un moment donné, quoi, et qui demande cette fois de se rappeler de tous les types d'animaux qui sont déjà sortis jusque-là. Et du coup, ça force à retravailler tout ce qu'on a vu un peu différemment, et ça force un peu à aller chercher dans une autre zone du cerveau. Alors ça atteint jamais la force de mise en scène ni les rires d'un Order Overload, qui lui pour le coup est coopératif, hein, c'est sûrement une différence assez importante. Moi j'ai bien aimé quand même, hein, Foxy. En général j'aime bien les jeux de surcharge dans ce genre-là, c'est quelque chose que je préfère largement au simple memory qui rarement me procure des émotions aussi fortes. Alors c'est rien non plus de renversant, mais si je le trouve dans un bar à jeux, en ludothèque ou quoi, ou qu'on me le propose, j'y rejouerai avec grand plaisir. Et je vous conseille vraiment de l'essayer. En 95, Rainer Knizia, qui c'est encore lui, hein, toujours le bon vieux docteur, il a sorti un bouquin qui est sur plein de jeux de cartes, en fait basé sur le poker. Je crois qu'il a aussi fait des livres sur les jeux de dés, enfin bref, il a fait beaucoup de choses Knizia, hein, des jeux mais aussi des livres. Parfois c'est des inventions personnelles, parfois c'est des revisites. Selon les éditions du livre, que moi je possède pas, hein, mais que j'ai trouvé les règles ici ou là, il y a 12 ou 15 jeux, et dans tout ça, moi j'ai pu essayer Hilo, qui se rapproche un peu, pas Hilo, le truc qui a repris un peu ce qu'il joue, hein, attention, ou bien il y a aussi un autre jeu je crois qui s'appelle Hilo qu'on peut trouver sur les applis mais qui n'est pas du tout ça. Dans l'idée Hilo, ça se rapproche un peu de l'idée de base de l'Open Face Chinese Poker, qui est un jeu que j'ai découvert en fait juste après parce que la personne avec qui je jouais m'a dit ah bah ça fait un peu penser à ça. Open Face Chinese Poker c'est très bien, mais pour moi c'est beaucoup trop opaque pour l'instant vous en parler. J'ai vraiment du mal à rentrer dedans et à vouloir y revenir, et pourtant vraiment je trouve ça assez génial. Et donc Hilo s'en rapproche un petit peu mais en version beaucoup plus simple et beaucoup moins opaque. Parce que son idée c'est qu'en face de nous, donc c'est compétitif, et en face de nous on va faire 2 mains de poker de 5 cartes. Il y a une main qu'on va étaler en haut, et cette main qu'on va étaler en haut et à laquelle on va rajouter petit à petit des cartes, on espère que ça va être la meilleure de toutes les mains de poker de la ligne du haut. Donc si on est 3, on va avoir chacun ou chacune une main de poker en haut, on espère que c'est la meilleure, et on va avoir une main de poker en bas, et cette fois, à laquelle aussi on va ajouter des cartes petit à petit, la main du bas, on espère que ça va être la plus mauvaise de toutes les mains de poker autour de la table, dans des mains de poker du bas. Donc voilà, et ça fait des points selon si c'est la meilleure ou la deuxième, etc. C'est assez libre, hein, de ce point de vue-là, les règles n'étaient pas méga claires je crois, ou en tout cas il y a moyen de les adapter. Mais là où moi je retiens vraiment le jeu, c'est que en fait, la manière dont on constitue ces mains de poker, c'est que à chaque tour on prend une seule carte de la pioche, et on choisit si on la place en haut ou en bas. Et je peux placer mes 5 en haut avant d'en placer une seule en bas, ou je peux répartir petit à petit. C'est quelque chose qui rappelle beaucoup les purs des tours de jeu d'autres jeux de Knizia. Il est très fort là-dedans pour des tours de jeu extrêmement épurés, mais qui n'empêchent pas des choix intéressants. Là aussi, on fait des choix, hein, et puis à un moment on en fait qu'on va regretter plus tard, et c'est toujours un peu une prise de risque, un pari sur l'avenir et tout, et parfois un pari gagnant ou un pari perdant, et tout ça, ça déclenche des fortes émotions. Et en plus de ça, pour se baser sur des choses plus concrètes, on peut regarder un peu c'est un jeu de poker, hein, de 52 cartes, sans les jokers il me semble, et on peut regarder ce qui est déjà tombé chez les autres, et donc l'utiliser c'est connaissance pour se dire ok, donc ça influence les probabilités que je puisse faire, je sais pas, un carré ou une double paire, puisque ça c'est déjà sorti. C'est pas trop dans l'analyse paralysis parce que c'est très vite analysé comme souvent chez Knizia, mais pourtant ça rajoute un peu de corps à nos décisions, même si ça casse un peu le rythme de je pioche et je pose, hein. Évidemment là c'est je pioche, je regarde un petit peu autour de la table et je pose, et de plus en plus évidemment au cours de la partie, puisqu'on a de plus en plus d'informations. Sûrement que le jeu manque de quelques petits trucs ici et là, voilà, vous pouvez faire des variantes perso, hein, ça là-dessus y a pas de souci, mais par exemple plutôt que d'en prendre
prendre une, bah en prendre deux et en choisir une, ce genre de truc. Moi je vous avoue que l'équilibre tel qu'il est, il me convient, je vous conseille vraiment d'essayer, il vous suffit d'un jeu de 52 cartes et des règles, c'est peut-être le plus compliqué à trouver les règles. Et dans un monde où il y a tout le monde, moi le premier, tout le monde va parler de The Gang, c'est peut-être finalement le bon moment pour se pencher sur des propositions alternatives au poker qui demandent juste un simple jeu de cartes, donc n'hésitez pas à essayer. Les jeux de dessin, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup en général, que ce soit même Pictionary, le bon vieux Pictionary, ou Esquisser, en passant par Fake Artist Goes to New York. Moi en général ça marche. Les personnes avec qui je joue, ça marche aussi, on a à peu près tous un niveau moyen en dessin ou mauvais. Et Inkit, lui, c'est un jeu de dessin mais qui prend vraiment le pari du matériel, avec des tampons de 4 formes et 4 couleurs. Évidemment, on peut questionner la durée dans le temps des tampons dont Banquise de toute façon se dédouane en disant trouvez-le dans vos magasins de loisirs créatifs. Alors ça, j'ai pas encore la réponse à moi, parce que j'ai toujours joué juste chez d'autres personnes et à des... Voilà, donc j'ai pas moyen de vous dire si oui ou non ça dure sur plusieurs mois, plusieurs années ou quoi. De toute façon, plusieurs années, on le verra que dans les années à venir, vu qu'il est sorti cette année. Le but, c'est comme toujours dans ce genre de jeu, faire deviner son dessin. Ici, c'est du coopératif, c'est faire deviner le dessin à un ou une capitaine. Ce ou cette capitaine va devoir essayer de pas commettre trop d'erreurs, parce que l'objectif, donc pour gagner, c'est d'arriver au bout du jeu. Et en fait, les erreurs, c'est juste un élément de défaite. Si on fait autant d'erreurs que de personnes à table ou une de plus, je sais plus, bah on a perdu. Je dis deviner, mais c'est pas tiens regarde mon dessin et dis-moi ce que c'est. Non, on fait chacun nos illustrations avec les tampons, mais ensuite le ou la capitaine, comme dans un saut clover, on a les mots qui ont servi, les mots supports en fait qui ont servi au dessin, on les mélange et il faut associer un mot à son illustration. Là aussi comme dans saut clover, et moi j'aime bien le faire quand même parce que je trouve ça plus intéressant, il y a moyen d'ajouter des intrus, des mots qui n'étaient pas ceux donnés aux personnes qui ont fait les dessins pour un peu fausser tout ça, et moi je trouve que c'est plus rigolo comme ça. Et donc tout ce jeu repose sur deux éléments. Je vais parler le gimmick matériel, évidemment, parce que ça force à être créatif dans la manière de représenter, dans la manière d'utiliser ces tampons plutôt que juste mettre la forme qui les représente. Moi j'aime bien ne pas forcément dire tout de suite ce qui est dit dans la règle de tu peux faire comme ci ou comme ça, parce que je trouve que c'est cool de le découvrir par soi-même, il y a un petit côté eureka. Je trouve dommage qu'on soit obligé de garder une couleur avec une forme. Voilà, en gros le bâton, on sera toujours obligé de le faire en jaune, on n'a pas le droit de changer de couleur. Il y a vraiment une association forme-couleur. Souvent on a très envie de changer cette règle, justement parce que ça collerait mieux, et puis parce qu'on a envie de laisser parler notre imagination et de représenter au mieux. D'un autre côté, c'est de la contrainte que naît la créativité, comme on dit, et du coup, forcer ce truc-là, au-delà de conserver les tampons, d'éviter les mélanges de couleurs de cette manière, parfois, il faut trouver une façon de contourner le problème en trouvant une solution qui est à peu près satisfaisante. Et puis, de toute façon, le ou la capitaine sait qu'il y a cette contrainte-là. Et l'autre règle, celle qui va apporter vraiment un sentiment de crescendo dans la partie, c'est celle qui, tant qu'on n'a pas perdu, à chaque manche, on va devoir faire un tampon de moins. Donc le premier on commence à 5 mais on va finir par 1. Ça crée un peu de méta, mais surtout ça va aller dans les illustrations vers de plus en plus de minimalisme. En réalité dans Inkit je trouve que la difficulté elle vient surtout de la capacité de chacun ou chacune à s'affranchir un peu de l'idée de figuration. Ça dépend aussi beaucoup des mots qui sont à représenter. Parfois ça donne des manches ou des parties très très inégales, des parties où on perd dès le tour 1, d'autres où vraiment on arrive facilement à arriver jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'éléments en fait de contenu qui vont faire que c'est plus ou moins difficile et qui dépendent pas forcément de la manière dont on utilise ce contenu. Mais c'est vraiment moi cet appel à la créativité et la façon dont ça va valoriser les personnes en révélant un peu, en fait les personnes vont pouvoir se révéler elles-mêmes. Comment est-ce que avec peu on arrive quand même à faire beaucoup, et je trouve ça très très gratifiant en fait et très positif comme sentiment de soi. Moi je vous encourage vraiment à essayer au moins à 4-5 minimum, si possible à plus, mais 4-5 ça devient bien. J'ai aussi fait, et je l'ai dit, des parties moins enthousiasmantes, mais disons que l'esprit dans lequel il a été créé me plaît beaucoup, et je trouve que je crois que c'est le premier jeu en tout cas le premier jeu édité des deux auteurs, et je trouve que c'est une très belle première proposition. Parfois ça permet vraiment, ouais, ce que je disais, une belle gratification, et ça met en valeur en fait les participants ou participantes. Et là où y a des jeux qui font se sentir intelligent, vous savez, parce que t'as résolu une énigme et tout, là ça fait plutôt se sentir créatif quoi. Onyx, ça fait partie des bonnes surprises de cet été, parce que vraiment, moi, de loin, ça semblait un jeu de cartes sans thématique, bon, ça pourquoi pas, mais sans propos non plus. Ça ressemblait un peu à un jeu de cartes tel qu'on en voit des tonnes et qui apporte absolument rien à ce qui se fait ailleurs. Mais parfois, un peu comme avec un Mind-Up à l'époque, il y a quand même quelque chose qui fait tilt, et c'est d'autant plus plaisant quand justement, moi j'y allais à reculons en me disant, ouais, allez, ça va encore être un jeu nul. En fait, non, c'est pas incroyable, mais c'est une bonne surprise. Ce qui fait les spécificités d'Onyx, comme un peu tous les jeux du genre, c'est la manière dont on prend les cartes, avec on va choisir un symbole, et on doit prendre une carte et toutes celles qu'on symbole qui sont adjacentes, et le symbole qu'on a choisi, en plus, on va pouvoir déclencher son pouvoir. C'est des pouvoirs simples qui vont
créer de l'interaction directe quand on va piquer les cartes aux autres, ou qui sont là juste pour renforcer sa collection, aussi un peu d'interaction indirecte en privant les adversaires de certaines cartes. Bon, rien d'inoubliable, mais ça suffit à créer l'interaction, différents types d'interactions. La collection, elle est composée de cartes qu'on va agencer de manière à faire des petits lots en colonne, et dans chaque lot, c'est interdit d'avoir 2 fois le même symbole, et quand il y a 4 types de symboles, quand on a 4 symboles dans un lot, donc tout pile, puisqu'on peut pas en avoir en double, on peut le valider, le scorer, et à la fin de la partie, chaque carte vaut 1 point, donc comme ça on essaye de faire ces petites collections avec les 4 symboles, pouf, de les valider pour marquer plus de points que les autres à la fin. Et au-delà de l'interaction de certains effets, il y a aussi une interaction qui existe par le contrôle qu'il y a sur le rythme de la partie, puisque ça s'achève quand je crois 1 ou 2 pioches sont vides selon le nombre de personnes à table. Un peu comme dans un Captain Flip, il y a vraiment une question de timing de la fin de partie qui est une interaction très forte qu'on oublie souvent. Souvent dans Captain Flip on dit il y a un manque d'interaction et tout. Non, l'interaction dans Captain Flip est très présente par la gestion de cette fin de partie, et dans Onyx, au-delà des il y a aussi cette interaction-là de la fin de partie au-delà de celle des effets. Au-delà de ce contrôle sur la fin de partie, il y a aussi le fait on regarde tout le temps le jeu de l'autre, notamment à 2, pour faire gaffe un peu à ce qui reste. Quand on joue à plus que 2, on regarde la personne suivante, on regarde ce qui manque pour valider tel ou tel lot, on essaye d'éviter de leur laisser ce qui va permettre de compléter ces lots, ou bien en tout cas éviter aussi de faire des trop bonnes ouvertures. Tout ça, ça se rencontre plutôt bien, ça forme un tout qui a une espèce d'identité qui, dans les dynamiques, ça diffère un peu d'autres jeux. Pas totalement, encore une fois, vous attendez pas à avoir une révélation en y jouant, mais de mon côté, ça a suffi à me surprendre et ça a suffi à me donner envie d'y jouer, d'y rejouer. On a joué pas mal à 2, et j'ai bien aimé aussi le faire découvrir et y jouer à plus. Il y a aussi un autre mode de jeu qui peut un peu s'achever de la même manière, mais qui a une fin alternative, donc ça peut s'achever par une fin de partie classique où on compte ses points, mais il y a aussi une idée de victoire immédiate. Si à un moment donné on arrive à ne plus avoir de lot, donc avoir tout validé d'un coup, on a gagné tout de suite. Ça change pas mal la donne. Ça donne un peu un aspect course au jeu qui est moins présent dans le jeu de base, et surtout en fait ce qui est super intéressant pour moi, c'est que les pouvoirs on les considère vraiment différemment, ça permet de leur donner un autre regard, et notamment on regarde aussi le jeu des autres pas de la même manière, parce qu'en général le pouvoir qui permet de piquer des trucs aux autres ou qui permet de prendre beaucoup de cartes d'un seul coup, c'est bien. Bah là non, parce que si je multiplie les mêmes symboles, bah en fait je multiplie mes lots, et donc c'est plus compliqué de faire la victoire immédiate. Et si je pique des cartes aux autres, bah peut-être que je finis ou que j'avance mes lots, mais peut-être que si j'arrange l'adversaire en lui supprimant une colonne ou en lui permettant de prendre un truc à 2 symboles, ce genre de truc. Donc c'est vraiment des choix qu'on dose différemment. Moi j'ai tendance un peu, en tout cas dans l'interaction et dans la manière dont on regarde le jeu de l'autre, à préférer ce mode de jeu, mais je le trouve parfois un peu court, parfois un peu hasardeux. Je trouve que ça favorise aussi trop les gens qui ont une ouverture gagnante et qui est assez peu contrôlable. Et du coup nous on a fait une espèce de mélange un peu entre les deux, parce que j'aimais bien moi le fait que le mode course ça force à limiter ses lots, parce que dans le jeu de base en gros tu peux commencer autant de lots que tu veux et tu seras pas pénalisé pour ça, et du coup bah souvent t'as quasiment aucun intérêt à ne pas prendre. Si tu peux prendre 4 cartes, tu prends les 4, tu t'en fous, sauf cas exceptionnel, mais sinon tu perds rien à prendre beaucoup de cartes. J'aimais bien le fait que dans la course, enfin dans le mode de jeu avancé, il y ait ce truc là qui te pousse à en prendre juste ce qu'il faut. Et du coup nous ce qu'on a fait, on a retiré la victoire immédiate qui me convainquait pas plus que ça, mais la fin de partie, maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'elle s'accompagne d'un point négatif pour chaque collection commencée et non terminée. Et du coup, t'es un peu obligé d'optimiser tes petits lots quand même, un peu comme dans la version course, je l'appelle comme ça, parce que du coup, t'as pas envie de les multiplier, parce que chaque collection commencée, c'est moins 1 point. Fondamentalement, ça change pas le classement, hein. 1 point perdu, c'est pas tant que ça. La punition elle est assez légère, c'est pas trop punitif, mais ça pousse à un peu réfléchir comme on le fait dans le mode avec la victoire immédiate. Essayez chez vous si vous voulez. Si l'éditeur ou les auteurs passent dans le coin, je suis curieux de savoir s'il y a un truc du genre qui a été pensé, et si oui, pourquoi ça a été mis de côté. Je suis assez curieux de ça. Quoi qu'il en soit, c'est pas un jeu qui va marquer mon année, c'est pas un jeu qui va marquer comme ça les années suivantes, mais pourtant je l'ai encore, je continue de le sortir des mois après l'avoir découvert. Ça porte quand même pas mal de marqueurs qui sont assez caractéristiques du game design contemporain, c'est quand même assez scolaire, mais c'est vraiment ces dynamiques qui ont réussi à me surprendre un petit peu, et finalement moi au-delà du plaisir, dans une œuvre ce que j'aime c'est me faire surprendre, et Onyx y a réussi. Après Foxy, c'est lui le deuxième jeu de mémoire et surtout donc de surcharge cognitive comme Foxy. Alors bizarrement, là où dans Foxy ou dans Order Overload ça va à peu près, j'arrive à peu près à jouer correctement, je suis pas trop mauvais. Dans Oye Oye, les parties que j'ai faites, elles ont pas duré longtemps parce que ma mémoire immédiate a pas cliqué pareil. Je pense que dans Order Overload, il y a l'idée que c'est un canal auditif plus que visuel peut-être, mais Foxy c'est un peu le même genre de proposition parce qu'on voit des cartes comme ça. Alors le rythme est un peu moins soutenu dans Foxy, enfin ça dépend comment vous y jouez, mais de base ça a l'air un peu moins intense.
mais sûrement que la différence en fait c'est que Foxy ça se joue dans son coin, alors que dans Oyez Oyez on peut être plus perturbé dans sa mémoire immédiate par la dimension un peu de bluff, les affirmations d'autrui, le fait qu'il faille faire gaffe à ce que les autres disent, le fait qu'il faille participer à chaque fois pour lorsqu'il y a une contestation. En tout cas, alors c'est pas un jeu qui m'a laissé des souvenirs impérissables, mais son système de juste deux éléments qui se combinent, donc la couleur des, je crois que c'est les whoopies et le fond, ça suffit à faire l'effet attendu. Il y a en plus le fou qui peut être là pour casser un peu le rythme et introduire l'aspect rapidité. En général c'est pas forcément ce que je préfère, mais ici c'est une rupture qui est bienvenue et qui apporte le change en termes de rythme de jeu, un peu comme c'est le cas dans un taco Shabook Cheese Pizza par exemple. Et je retiens aussi, donc je disais, il y a une forme de contestation où on peut contester ou se faire contester l'affirmation qu'on a faite. C'est un peu comme dans un Perouillot là encore, hein. En gros on dit bah, je pense que tu te trompes pour justement essayer de la faire tomber, et si elle s'est trompée, bah, elle prendra une carte qui va la mener vers la défaite. Mais comme dans 1% dont je vous parlais je crois la dernière fois, le mois dernier, la contestation, elle n'est pas propre à la personne qui la déclenche, elle est propre à tout le monde. Tout le monde se place par rapport à la contestation. Chaque personne qui a tort prendra une carte de pénalité. D'ailleurs, je crois que la règle oublie de préciser si la contestation comme ça et le fait de se placer d'un camp ou dans un autre, c'est à faire dans l'ordre du tour ou en simultané. Choisissez comme vous voulez, essayez les deux et voyez ce qui vous plaît le plus. Un petit mot quand même donc sur ça, au-delà donc de ce système qui marche plutôt bien et tout. Il y a un contexte aussi de l'édition du jeu qui, je pense, peut vraiment avoir un impact sur les émotions qu'on peut ressentir en y jouant. Oyez Oyez, c'est un jeu qui a été créé pour le Flip de 2024, donc c'est un festival estival qui se déroule à Parthenay tous les ans, hein. C'est un gros truc, moi j'y suis jamais allé mais il paraît que c'est très bien. Et derrière le jeu c'est Subverti qui a l'édition, donc Subverti, un éditeur dont j'ai déjà parlé pour Biomos, que j'avais pas aimé, pour Dictopia que j'ai préféré, et dans cette même démarche ils avaient proposé Dédale pour l'alchimie du jeu à Toulouse en 2024 encore. Alors c'est pas un truc inédit, hein. Notamment il y a quelques années il y avait Cocktail Games qui faisait des trucs en coédition avec Paris Ludique, donc voilà, ils reprennent un peu cette idée là. Alors je sais pas si Dédale faisait appel à des éléments d'identité vraiment de l'alchimie du jeu, mais ici c'est vraiment le cas, hein. Je l'ai dit, les petits personnages là je crois que c'est les Whoopies, c'est les mascottes en fait du festival, et du coup y jouer après avoir vécu de bons moments pour les personnes qui étaient présentes, je pense que potentiellement c'est une source de nostalgie et d'éveil de souvenirs heureux, donc une vraie modification des émotions de jeu. Alors moi évidemment j'en ai pas retenu ça parce que j'y suis pas allé, et je trouve que le jeu est quand même solide indépendamment de ça, mais je trouve que le choix éditorial d'utiliser justement des éléments marquants du festival, bah, ça permet d'éveiller potentiellement ces émotions qui sont liées aux souvenirs, et je pense que du coup ce choix éditorial c'est partie intégrante du jeu et de ses potentielles qualités, et ça fait partie en fait des émotions ressenties en jouant. Et je trouve ça aussi intéressant de voir comment un jeu qui peut jouer comme ça sur la mémoire d'un été, sur l'idée de souvenir et de la nostalgie, précisément il se tourne vers des mécanismes qui sont la mémoire, alors cette fois à court terme, mais vraiment utiliser la mémoire à la fois comme sentiment que ça peut éveiller par la nostalgie et comme mécanique de jeu. La Route des Vignes, c'est un petit flip and ride que j'ai découvert chez Paul Garage, j'en avais déjà entendu parler pas mal de fois. C'est un jeu qui date de 2016, qui le place finalement pas mal en amont de la grande mode des jeux à cocher, hein. C'est évidemment pas le premier, mais c'était avant la grande mode. Et ce que vous voyez en fond, ce que je vous mets en fond, c'est plutôt une version qui est ressortie un an plus tard chez un autre éditeur, et c'est sorti sous le nom de Kokoro, et ça a choisi d'abandonner les vignes pour plutôt aller vers les Kodama. Bon, pourquoi pas, ça change pas grand chose, si ce n'est il y a quand même quelques cartes de scoring qui ont été ajoutées, qu'on peut utiliser en plus du système de base, mais sinon on s'en fout un peu du thème, hein. On est sur un jeu en duplicate qui va durer 5 manches, et à chaque tour on va retourner une carte pour tracer sur notre plateau une route. Et là où il y a un truc quand même qui change pas mal par rapport à d'autres jeux du genre où on doit tracer des routes selon ce qui est révélé, c'est que là on doit conserver l'orientation du tracé. On peut pas faire des rotations, c'est un truc, une contrainte assez forte, parce que cette contrainte là ça donne beaucoup moins de flexibilité et ça force un peu à préparer les cartes ultérieures, ça force à prendre des risques en fait, et parfois on aimerait bien les tourner, on peut pas. Et sinon, comme dans Next Station, qui est un jeu que j'aime bien aussi, et notamment j'aime beaucoup ça dans Next Station, c'est que dans la pioche, alors c'est un peu différent de Next Station au niveau du rythme de jeu, mais il y a cette grande pioche, et dans cette pioche là il y a un certain nombre de cartes dorées, et en gros chaque scoring va se déclencher dès qu'il y a 4 cartes dorées. On va déclencher un scoring pour un lieu précis, et on va regarder un peu ce qui est connecté, c'est comme ça qu'on marque des points. Moi c'est vraiment un système que j'aime beaucoup
parce que ça donne des manches à durée variable et ça donne des dynamiques assez différentes aux manches et aux parties en elles-mêmes, parce que en gros au cours de la partie on va se dire tel lieu il a scoré, on va se dire ça va plutôt, il reste plutôt ça ou ça comme lieu. Après en même temps on va donc plutôt essayer de valoriser tel ou tel lieu par nos placements, mais en même temps il y a quand même un petit scoring de fin qui fait que probablement on va devoir réutiliser des segments qu'on a fait plus tôt, donc on peut pas non plus totalement les mettre de côté. Si les premières manches sont vite finies parce qu'on tire tout de suite 4 cartes jaunes, on peut se dire que les futures vont nous laisser sans doute plus de temps, et inversement, si la première manche elle a mis vachement longtemps à être résolue, les suivantes elles risquent d'être un peu plus courtes. On peut aussi dans cette dynamique là, on peut essayer de sacrifier un tour et ne pas dessiner ce que nous indique la carte pour aller voir un peu secrètement ce qui va scorer par la suite, et donc dans ce cas là en fait c'est un coup qui permet de préparer à un peu plus long terme plutôt que de faire un coup en fait qui de toute façon nous arrangeait pas ou est un peu quelconque. C'est un jeu très mineur en termes d'interaction, le jeu il est très très bien en solo, mais l'interaction du coup c'est le seul moment où ça arrive, c'est effectivement si on sait que telle personne allait aller voir le scoring qui va venir après celui qui est en cours, on se dit tiens t'as placé ça là et tout, c'est peut-être que ça va scorer telle ou telle lettre, donc il y a un petit peu ça qui pousse à l'observation des feuilles des autres. Bon, c'est assez léger, ça amène rarement par exemple jusqu'au bluff où je saurais que les gens vont regarder mon truc, donc je vais volontairement placer un truc près de telle lettre alors qu'en fait c'est pas celle-ci. C'est quand même un truc qui pousse à regarder la feuille d'autrui à quelques moments autres que juste lors de la fin de partie où on compare nos scores. Et il y a un autre truc que moi j'aime beaucoup dans le jeu, au-delà de ce côté à durée variable, c'est que c'est un jeu où déjà on store pas mal de cerveau pour optimiser tout ça sans avoir toutes les infos. Et le scoring par manche il est super violent, et je trouve que ça colle un peu à cette violence qu'on impose à notre cerveau, et qui je trouve pour le coup est totalement en discordance avec le thème, quelle que soit la version. Je trouve que le jeu est pas du tout adapté. La violence du scoring et la manière dont on est brain et on essaye des trucs, ça colle pas du tout au thème je trouve, mais bon peu importe. Cette violence là du scoring, c'est le fait que on veut scorer de mieux en mieux à chaque manche, et qu'on essaie de faire de mieux en mieux, parce que si, admettons, à la manche 3 je fais moins bien qu'à la manche 2, eh bien je marque 0 points. Alors évidemment, ça rendra la manche 4 plus facile, parce qu'il faudra juste que je fasse plus que 0, mais au-delà du fait que si, admettons, manche 3 j'avais fait 15 points, manche 4 j'en fais 12, en fait je perds ces 12 points puisque je fais 0, mais en plus chaque 0 en fin de partie, ça fait moins 5. C'est super violent, ça force vraiment à prendre ça en compte tout au long de la partie. Parfois on va vraiment sacrifier des manches et des points parce qu'on sent que on veut pas, on veut faire ça de manière progressive et on veut pas se retrouver avec des zéros par la suite. Évidemment, tout ça rencontre très bien le fait d'aller regarder la carte du prochain scoring, justement pour un peu anticiper et se dire donc ça va être là, donc je pourrais valoriser tant, donc là je peux aller jusqu'à tant. Très très cool. Ça me rappelle aussi d'autres jeux comme Peter's to Sheepdogs dont j'avais parlé, où tu essaies un peu d'optimiser les scorings des différentes saisons. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup en termes de progression, au-delà de donner un crescendo c'est vraiment une épée de Damoclès qui est là et qui est toujours présente. Donc c'est une très chouette découverte que je trouve vraiment plus agréable que la plupart des jeux qui sont sortis depuis dans ce genre du jeu à cocher. C'est des choix quand même assez radicaux en termes de design, voilà, c'est un jeu qui n'avait pas besoin d'une licence à la con pour faire valoir ses arguments. L'idée de Shy Monsters elle est très cool, avec cette asymétrie entre y a une personne qui joue un peu le maître du donjon, le Dungeon Keeper, et l'autre c'est le chevalier qui va essayer de traverser ce donjon en sortant en vie au bout de 3 manches. Donc la personne qui est un peu dans la peau du Dungeon Keeper va agencer des tuiles, un certain nombre de tuiles selon le nombre de manches, et puis placer des monstres. Tout ça va être placé face cachée en respectant certaines contraintes, et son espoir c'est d'attirer le chevalier sur un piège qui lui fera perdre la partie, puisque je crois que si le chevalier se fait bouffer une fois, il a perdu. A l'inverse, le chevalier, lui, va devoir traverser justement les 3 étages, donc un étage par manche, avec, il y aura de moins en moins de connaissances, et il y a également 2 pouvoirs qu'on a, c'est des pouvoirs qui permettent d'éviter d'être trop dans l'inconnu, ou pour essayer de se sortir d'une situation un peu dangereuse. La progression dans le jeu, je trouve qu'elle est plutôt bien pensée, avec justement cette réduction des connaissances du chevalier d'un côté, mais d'un autre, les monstres, ils sont de moins en moins disponibles pour le maître ou la maîtresse du donjon, puisqu'on peut les utiliser qu'une fois par manche, et ces monstres-là, qui sont là pour donc manger le mec en armure, je l'ai dit, dans le placement, elles doivent, pour être actives en fait, être dans certaines dispositions assez précises, et le chevalier, en tout cas la personne qui joue le chevalier, a connaissance de ces dispositions, ce qui permet donc de s'assurer normalement que certaines tuiles sont safe. Et le sentiment principal du jeu pour moi, c'est vraiment le guessing. Il se met en place un peu comme dans un Wizard's Cup, je trouve, sur une seule partie. Il y a une méta qui commence à se mettre en place, à la fois sur une seule partie et évidemment sur plusieurs, puisque le jeu conseille d'alterner les rôles, et je trouve ça rappelle un peu Wizard's Cup. Alors évidemment Wizard's Cup est sorti plus tard, mais je l'avais découvert avant, donc d'où
le fait que ça me rappelle Wizards Cup. Et je trouve que c'est vraiment une belle proposition, ça emprunte un peu justement au minimalisme à la japonaise dans son ratio entre un système extrêmement épuré et en même temps beaucoup de possibilités offertes par plein de petites subtilités. C'est un jeu dont je suis assez admiratif, mais moi je prends très peu de plaisir à le pratiquer, parce que quand je joue le chevalier, je déteste en fait devoir penser aux tuiles qui sont déjà tombées, analyser la disposition de celles qui ont été placées, pour me dire ah alors cette tuile là je risque de tomber sur une tuile monstre ou pas, mais si c'est si machin bidule, c'est vraiment de la pure analyse et je déteste ça. Pourtant c'est vraiment pas un donjon très grand, mais j'ai déjà énoncé ici et là dans d'autres vidéos le fait que j'ai des soucis de spatialisation, et du coup moi l'évaluation de la situation c'est vraiment un moment que je trouve très déplaisant, et je finis par jouer au pif et faire des erreurs qui auraient pu être évitées en fait de manière objective et factuelle, mais je l'ai fait parce que juste j'arrive pas à analyser les choses. Et de l'autre côté, en jouant le maître du donjon, pour les mêmes raisons, il m'arrivait de faire des bêtises en fait qui annulaient mes monstres, qui rendaient la tâche hyper simple pour l'adversaire, et moi vraiment malgré avoir joué 2-3 fois, j'arrive pas à m'améliorer dans le jeu parce que en fait ça clique pas quoi. C'est assez frustrant. Moi ça m'empêche de vraiment apprécier le jeu, qui encore une fois je trouve que c'est un jeu assez remarquable sur son système, sur comment il arrive à faire évoluer son système, et tout ça sans avoir besoin de garder à la boîte de 200 tuiles ou 17 pouvoirs différents, pas besoin, et le jeu se suffit en lui-même et est suffisamment profond comme ça avec aussi peu d'éléments. Moi c'est un jeu auquel je jouerai sans doute plus, parce que moi vraiment j'y passe un très mauvais moment, mais vous savez des fois je parlais je crois il y a quelque temps sur Rififi ou quoi, que il y a des bons moments qui cachent des mauvais jeux. Et là pour le coup les parties désagréables ça l'empêche pas d'être un jeu que je vous conseille chaudement. Voilà pour ce qui était des bons jeux pour moi, des choses que je vous recommande, en tout cas que je vous conseille d'essayer, qui m'ont plu, que j'aurais plaisir à rejouer. Et comme d'habitude on va finir par les tops. Alors je vous avoue que dans la partie précédente il y a Fil Rouge qui aurait pu être un peu dans le top, j'ai toujours hésité en fait entre le moment où j'écrivais, le moment où j'ai enregistré pour Proxy Jeux, puis le moment où j'ai commencé à enregistrer et tout, et je me suis dit peut-être et tout, il y a quand même quelques points qui font que je garde des doutes dessus, et puis en fait j'avais beaucoup de plaisir à garder un seul top et à vraiment le mettre en valeur ce mois-ci, puisqu'il y en a qu'un, vous le verrez, ouais c'est vraiment un jeu qui sort beaucoup du lot cette année, comme on peut le faire d'autres jeux, mais pas tant que ça. Pour moi c'est vraiment un des jeux de l'année, vous verrez, j'en parle pendant mon avis, donc on y va, j'ai bien aimé le laisser unique. On est donc parti pour l'unique top de ce mois. The Gang, je pense que vous en entendez parler depuis quelques temps, vous allez encore en entendre parler dans les prochaines semaines, les prochains mois, sûrement sur les jeux de l'année, etc. Alors au moment où j'enregistre, le jeu n'est pas encore sorti en France, c'est Yellow qui va le ramener normalement en décembre, et si ce sera un achat immédiat. Alors comme vous le savez, les copies presse ici c'est pas trop l'esprit de la maison, et en fait si j'ai pu découvrir The Gang, c'était grâce à Drew et Lana, deux camarades de Proxy Jeux qui l'avaient essayé de leur côté, et ils l'ont fait découvrir à une partie de l'équipe, dont moi-même. On s'était réunis pour enregistrer un hors-série, on avait fait ça au passage, mais évidemment sans la boîte, parce que The Gang c'est un jeu de poker coopératif, et en fait il y a juste un jeu de cartes dedans, un jeu de cartes classique. Alors évidemment il a fallu trouver un peu de matos pour gérer les hiérarchies des mains, avec on a joué à 4 et à 6, donc il suffit de trouver des trucs qui vont de 1 à 6, rien de bien compliqué, donc on a pu totalement profiter du jeu sans la boîte de jeu, sans le jeu édité. La base du jeu du coup c'est le Hold'em, le Hold'em Poker, avec ses 2 cartes en main et puis la révélation progressive de sa rivière de 5 cartes. La grosse différence évidemment c'est la coopération, puisque du coup on dit ciao au bluff, ou bien si vous jouez avec du bluff c'est que vous jouez à The Gang avec un traître. Le bluff ça peut être considéré comme l'essence du poker, c'est une composante forte de ce jeu, et du coup on dit au revoir au bluff, par contre on dit bonjour à la communication illimitée, parce que pour gagner contre le jeu il va falloir, c'est un best of 5, il va falloir 3 fois réussir à classer correctement sa main par rapport aux autres joueurs et joueuses, et donc en gros si on est 5 et qu'à la fin des 4 manches, que chaque manche en fait dure 4 tours, si à la fin des 4 tours j'ai le 1, et je dois avoir la moins bonne main, tandis que la personne qui a le 5 doit avoir la meilleure main de poker, en comptant ses 2 mains et puis avec 5 cartes de la rivière. Et pour gagner une manche donc sur les 3 qu'on doit gagner, on doit tous et toutes être placés précisément au bon endroit, et alors heureusement, je l'ai dit, il y a 4 tours, et évidemment durant ces 4 tours il y a la révélation progressive qui est propre au Hold'em, et à chaque manche
manche, on va indiquer où on pense être par rapport aux autres sans que ce soit vérifié. Ce sera vérifié vraiment à la fin des 4 tours. Donc on regarde un peu l'évolution de chacun ou chacune, selon les cartes qui sont déjà révélées, selon les places qu'il ou elle pensait avoir lors des tours précédents. Vraiment c'est un jeu où, je disais il n'y a pas de bluff et tout, mais il y a quand même, pour prendre nos décisions et pour essayer de se placer par rapport aux autres, on a vraiment pas mal d'éléments sur lesquels on peut se baser. Et The Gang, du coup, ça se transforme en un grand jeu de discussion silencieuse. On prend les jetons de place pour dire bah moi je serai deuxième, je pense que je suis deuxième. Et il y a plein de trucs qui sont à prendre en compte dans la communication, puisqu'on n'a pas le droit de parler. Il y a la vitesse de prise, il y a la violence de la prise, tout ça, ça veut dire plein de choses, et il faut les analyser, il faut en tirer des conclusions. On peut aussi, ces jetons, alors on peut les prendre au milieu, et une fois que tout le monde a pris son jeton au milieu, on finit le tour et on passe au suivant, mais on peut aussi les prendre à nos partenaires. Si quelqu'un a pris le 2 et que je pense vraiment que c'est moi le 2, bah je peux lui prendre, et il peut me le reprendre. Et c'est ainsi en fait que, je parlais de discussion silencieuse, c'est comme ça que s'engagent des dialogues. Des dialogues parfois longs, parfois tendus, qui finissent forcément par se résoudre à un moment ou un autre, mais c'est vraiment des moments où on dialogue longtemps, fort, on se dit plein de choses sans parler. Et c'est là que vraiment, c'est des moments où la force du non-verbal, ça donne des moments incroyables. Il se passe des choses très très fortes, parfois violentes, parfois polies, et tout ça, ça se passe juste par le geste. Et lorsque la révélation finale intervient, donc après les 4 tours, il y a la délivrance, soit parce qu'on jubile, parce que vraiment on a bien fait d'autant discuter, parfois par frustration que l'autre il a insisté au point de nous coûter la partie. Et c'est aussi des moments où vraiment il se passe des choses mais folles, c'est-à-dire où des fois c'est tellement à rien que ça se joue et pourtant on a les bonnes places, c'est fabuleux quoi. C'est vraiment des moments où on se dit waouh, on a été capable de faire ça à si peu de choses près. Vraiment on a bien discuté, on s'est dit les bonnes choses. Encore une fois, sans parler. Et en plus, si vous jouez à 5 ou 6, moi c'est vraiment la configuration que j'ai préférée, si on joue à 5 ou 6, en fait, des fois il y a des dialogues parallèles qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'une partie de la table discute sur certains trucs, tandis que l'autre discute sur d'autres trucs. Encore une fois, je dis discute, c'est toujours sans parler, ça se passe par des échanges de jetons, etc. Quand on arrive un peu à sortir de ce truc-là, ou parce que nous on fait pas partie d'un dialogue, parce qu'on a pris le jeton qui était le plus faible et que personne ne semble en vouloir, regardez ce qui se passe, c'est là aussi assez fou. Je pense que regarder une partie de The Gang, même sans y jouer, je pense que c'est une expérience humaine assez formidable. Il y a encore autre chose que je trouve remarquable dans The Gang, au milieu de beaucoup d'autres choses, et c'est pas mal lié, en fait le jeu a beaucoup de critiques très positives, mais les quelques critiques négatives les plus fréquentes que reçoit le jeu, au-delà le fait que il y a pas mal de critiques sur les configurations aussi à 3 ou 4, qui sont un peu plus faibles et parce qu'elles sont moins vivantes, mais souvent l'autre argument qui revient très souvent c'est ouais c'est super mais vous allez le sortir contre potes avec qui vous jouez au poker et qui connaissez bien le poker. Pour moi cet argument il est complètement faux, parce que déjà c'est faux parce que je pense que c'est pas un vrai argument, c'est-à-dire que factuellement j'ai fait plein de parties avec des gens qui connaissent pas le poker et qui est très bon, et surtout en fait dire ça c'est mettre sous le tapis une des grandes forces de The Gang. Évidemment connaître les combinaisons du poker ça aide, mais il y a une aide de jeu qui sera présente dans le jeu, qui est facile à obtenir, nous on l'utilisait sur le téléphone. Honnêtement, en plus, c'est des combinaisons qui s'apprennent assez vite, donc ça a jamais, moi, été un frein, en fait, au déroulement de la partie. Par contre, au-delà de connaître les combinaisons en elles-mêmes, évidemment que estimer une main de poker et sa puissance, ça demande un peu plus de pratique. Et je pense que c'est plutôt ça que la plupart des critiques négatives mettent en avant, c'est que, comme les gens savent pas jouer au poker, en fait, ils font n'importe quoi, et du coup, ça donne des parties claquées. Mais c'est tout le but du truc, en fait. Parce que le truc, c'est que même entre des personnes qui connaissent le poker, certaines personnes dans The Gang vont se placer soit en fonction de leur main au moment X, au tour en question, tandis que d'autres vont plutôt évaluer un potentiel. Par exemple, je sais pas si j'ai 2 cartes de la même couleur, j'ai un bon potentiel pour une couleur, et puis après on l'adaptera. Et honnêtement, je trouve que selon les moments, selon les parties et tout, c'est 2 façons de jouer qui sont totalement pertinentes. Mais surtout, et c'est là que moi je me mets en faux par rapport à ce genre de critiques négatives, je trouve que The Gang, ce qui permet, et ce qui est beau, c'est qu'en une seule partie, il arrive un peu à permettre aux personnes autour de la table de s'harmoniser petit à petit sur ce qu'on considère collectivement sur qu'est-ce que c'est comme qualité telle main de poker. Alors effectivement, parfois, c'est peut-être pas la première partie, peut-être que c'est au bout de la deuxième partie, mais dans toutes les parties de découverte que j'ai faites, avec des personnes qui parfois ne connaissent rien au poker, c'est-à-dire qu'ils n'y ont jamais joué, ils regardent pas ni rien, évidemment on a perdu les premières manches. Mais parfois, alors sans arriver jusqu'à gagner, puisque en gros, si on n'arrive pas à gagner, le jeu gagne une manche et s'il en gagne 3, on a perdu. Parfois, on n'a pas gagné, mais en tout cas, on a réussi à remonter vers la fin. Ça met en avant quand même quelque chose. Peut-être que, effectivement, avec des gens qui connaissent pas le poker, les configurations qui sont les moins intéressantes du jeu à 3 ou 4, ça permet peut-être, c'est plus facile, peut-être trop facile à mon goût, mais pour la découverte et un peu découvrir le système et qu'est-ce que c'est une main de poker et tout, c'est peut-être pas mal. Mais moi je trouve que justement cette progression, cette harmonisation progressive au sein d'une même partie avec des gens qui pourtant n'ont pas la même conception de ce que c'est qu'une bonne main de poker, je trouve que c'est super fort de la part du jeu et que justement c'est un peu son propos que de permettre, sans utiliser de mots,
à se comprendre, à former une équipe qui est capable de communiquer correctement et de laisser un peu la place quand il faut la laisser et savoir s'imposer quand il le faut. Et mine de rien, alors The Gang il a un thème dont on n'a rien à foutre, hein. Moi je l'ai dit, j'ai joué avec un thème qui avait rien à voir avec un braquage, on s'en fout, j'avais pas la boîte, j'avais pas le pitch, et c'est super, sans le thème, mais quand même il y a quand même quelque chose dans le choix du thème de The Gang, qui est un braquage de casino je crois, sur comment est-ce qu'on prépare un peu son méfait, son braquage, et comment selon la préparation qu'on a fait en amont, donc lors des 3 manches, des trois premiers tours de la manche, c'est là que se mettent en place les discussions, qu'on dit toi tu vas faire tel truc, toi tu vas faire tel truc et tout. Bah en fait selon cette préparation, selon comment on a communiqué, le braquage il réussit ou il rate lors de du quatrième tour et de la révélation finale de la manche. Et parfois ça rate à un cheveu, sur une toute petite erreur qui va avoir déclenché l'alarme de trop, et mine de rien, alors j'ai dit le thème on s'en fout, mais je trouve qu'il est pas si mal choisi et je trouve que le jeu parle quand même de quelque chose. Alors peut-être que maintenant que je vous ai dit tous bien, vous allez crier à l'arnaque parce que ouais Flavien tu parles mais t'as pas le jeu édité, ça se trouve machin, t'as joué avec un jeu émulé. Franchement jouez-y avec un jeu émulé, moi je l'achèterai parce que je respecte l'auteur et donc j'ai envie de lui donner de l'argent. Mais si vous avez pas les sous ou quoi, ou si vous voulez essayer avant, un jeu de 52 cartes et vous aurez les mêmes expériences que le jeu de base quoi, enfin que le jeu édité, y a pas de souci. Bon du coup ce que j'ai joué aussi c'est sans les pouvoirs qui seront présents dans la boîte, qui sont vraiment le seul truc que vous achetez dans la boîte que vous n'avez pas chez vous a priori. Et alors si j'ai bien compris, normalement c'est selon le résultat de la manche, donc selon si on a gagné ou perdu la manche, soit ils vont aider le jeu en nous compliquant la tâche, donc si on a gagné la manche, soit au contraire si on a perdu ils vont nous donner un coup de main. Alors je les ai regardés en vitesse, je pense que c'est une bonne idée, que ce soit dans la dynamique ou dans un peu les spécificités qui vont donner à certaines manches, notamment dans les questions de communication, mais honnêtement ces pouvoirs là moi je m'en fous, hein. Et j'ai pas besoin pour le coup d'attendre d'avoir joué au jeu édité pour vous dire que c'est un top et que pour moi c'est un des jeux de l'année. Au pire si jouer avec les pouvoirs c'est complètement nul, je jouerai sans et du coup ce sera un super jeu quand même, et au mieux ce sera encore plus puissant, et mais je pense que l'essence du jeu dont j'ai parlé tout au long de ma critique, je pense qu'elle sera pas modifiée fondamentalement par les pouvoirs. En tout cas, quoi qu'il en soit, que les pouvoirs soient utiles ou pas au plaisir de jeu, moi, après ma partie de découverte, c'est un jeu, j'ai repensé au jeu, la nuit et tout, je trouve ça tellement bien, c'est incroyable, c'est le genre de jeu que j'aurais voulu faire, quoi. Tu te dis, ils ont juste dit, comment on va faire le poker, mais en coopératif. Ah, on va faire ça. Génial, incroyable, j'aurais voulu faire ce jeu, comme j'aurais voulu faire Trader, enfin, ça fait partie des jeux où je suis tellement admiratif y a pas grand chose, mais ça fait des émotions tellement fortes que, trop fort. Et du coup, ouais, grand plaisir aussi, de le faire découvrir à d'autres personnes et de voir un peu l'illumination que crée le jeu autour de la table. Moi honnêtement il s'est tout de suite placé, je l'ai dit sans hésiter, comme mon jeu préféré de l'année, avec je pense Puerto Banana. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'il partage avec Puerto Banana des points communs sur sentir ce qui se passe autour de la table, sauf que Puerto Banana est un jeu d'enchères compétitif alors que The Gang est un jeu de poker coopératif, et pourtant il y a vraiment des sentiments communs. Donc jeu de l'année avec celui-là, et puis Gibberers aussi, une autre grosse claque qui pour le coup n'a plus grand chose à voir je pense, si ce n'est comprendre l'autre aussi, et que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, sûrement dans les découvertes de novembre ou octobre, je sais pas, plus tard. Vous pouvez aller voir ce que j'en ai dit chez Punchboard, sinon en attendant de Gibberers, c'est vraiment une grosse claque. Et en tout cas ouais, The Gang, moi c'est pour les découvertes comme celle-ci quoi, moi je suis prêt à me taper des dizaines de parties de tous les jeux que je cite dans la partie, des trucs que j'ai pas trouvé ouf. En fait la récompense juste de jouer une fois une telle tuerie, ça vaut à peu près tous les sacrifices. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, à la conclusion après ce merveilleux top qui était The Gang, qui est clairement ouais un des jeux de l'année. Je vois mal comment il pourrait être détrôné parmi les 2-3 jeux que j'ai préférés cette année. Il va arriver là, donc n'hésitez pas, hein, il arrivera je crois à peu près une semaine après la sortie de la vidéo. C'est vraiment un jeu à essayer pour moi, vraiment. Enfin, je vais pas m'étendre dessus, je l'ai déjà fait pendant assez longtemps, même si c'était pas lui le jeu le plus long, hein, c'était Yellow House, qui est ici, hein, je vous ai dit que je l'avais acquis, il est là, regardez. J'avais commencé à écrire le texte bien avant de l'acquérir, mais je l'ai acquis depuis, et je continue d'y jouer, comme je disais dans mon avis, parce que ça reste un jeu curieux. En tout cas, comme d'habitude, je vais remercier les personnes avec qui j'ai fait des parties, que ce soit en numérique, que ce soit sur table, que ce soit au centre socio-culturel du Neudorf, que ce soit les camarades de Proxy Jeux, que ce soit ma compagne Pauline, que ce soit Nico et Blandine, bref, plein de monde qui participent à ces vidéos à leur échelle, puisque c'est avec ces personnes-là que je découvre des nouveaux jeux, sauf quand c'est des jeux en solo, mais vous le voyez, c'est quand même pas l'axe principal de ces vidéos. En tout cas, et puis tous les randoms hein, avec qui je joue sur BGA pour un peu approfondir une fois que j'ai découvert. Pour découvrir, j'aime bien le faire avec des gens que je connais, mais après, j'hésite pas à prolonger l'expérience avec des personnes que je ne connais pas, en tout cas que je pense ne pas connaître, si je trouve je les connais mais je ne le sais pas. Si vous en faites partie, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on se fasse des fois des parties sur BGA ou quoi, plutôt le soir, plutôt le mercredi, vous me faites signe aussi et puis on essaye de se caler ça peut être cool. Donc merci à toutes ces personnes, merci comme d'habitude aux éditeurs qui prennent le temps de mettre sur leur site et en accès libre des ressources de bonne qualité.
Là encore, hein, c'est pas toujours le cas et c'est parfois difficile. Merci à ces personnes-là, notamment je remercie, je crois que c'est Mathieu Bonin qui fait ça chez Catchup, il me semble, si c'est pas lui, désolé, et bravo à la personne qui le fait, mais je crois que c'est lui qui s'en occupe, et qui travaille peut-être là-dessus pour plusieurs éditeurs, et à chaque fois là-dessus c'est vraiment du caviar, donc si c'est bien toi, merci, si c'est pas toi, merci à la personne qui fait ça. En tout cas, voilà, comme d'habitude, on se retrouvera bientôt, plus ou moins bientôt, pour les découvertes de septembre. Alors faut savoir qu'en septembre et en octobre, il y aura un petit peu moins de jeux, je crois, ce qui n'est pas grave, enfin on s'en fiche, c'est juste que peut-être, ça arrivera peut-être un peu plus vite, vous avez vu que je dis beaucoup de peut-être, parce que ne soyez sûr de rien. Vous avez vu aussi que j'ai changé de matériel, là j'ai pris un appareil parce que j'en avais marre de filmer avec le téléphone, donc j'en profite pour rappeler que pour soutenir la chaîne, alors évidemment ça ne couvrira pas ce genre de dépenses, mais il y a un petit Buy Me a Coffee qui existe si vous pensez que mon travail en vaut la peine, que ça mérite un peu une rémunération ou quoi, ici ou là, bah vous avez le petit Buy Me a Coffee, il y a aucune contrepartie, mais ça permet en tout cas ça me fait plaisir, et sinon évidemment ce qui me fait aussi plaisir c'est les petits commentaires, les petits retours, les petits pouces, même si c'est des soutiens anonymes, c'est toujours très plaisant, donc n'hésitez pas à passer par ces étapes-là, si vous ne voulez pas aller jusqu'au Buy Me a Coffee, évidemment. Je vais pas faire comme beaucoup de gens qui disent « Ah, ce contenu ne peut exister que grâce à votre soutien » et tout, c'est faux, parce qu'en fait, si vous soutenez, je pourrais quand même l'arrêter, et si vous soutenez pas, je pourrais quand même le continuer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas cette vidéo, on arrive au bout. Je suis vraiment content pour The Gang, moi j'y ai énormément rejoué depuis sa découverte. Bref, je m'étends, il est temps de conclure, je vous laisse, prenez bien soin de vous surtout, et à une prochaine, ciao.